Eh bien bonjour et bienvenue sous le ciel du Périgord en cette belle soirée d'été. Nous avons décidé pour cet épisode estival de nous mettre sous les étoiles. Et peut-être, en tout cas on l'espère, sous les ovnis. Après tout, ça fait plusieurs années qu'on parle des ovnis et on s'est dit qu'il était temps de devenir un peu des acteurs de terrain et d'aller essayer d'en voir nous aussi à notre tour. Donc on va mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de voir des ovnis ce soir. Alors vous allez nous dire comment mettre toutes les chances de votre côté pour observer les ovnis. Est-ce qu'il y a une recette ? Justement, cette année, c'est l'année de l'intelligence artificielle. À croire qu'elle n'existait pas avant, tellement on en entend parler. Et un matin, alors que nous voulions tester le fameux ChatGPT, la première question qui nous est venue à l'esprit, évidemment, c'est comment observer des ovnis. Et bizarrement, on ne s'y attendait pas, mais on a eu une réponse. Alors ni une ni deux, on s'est dit, il faut qu'on tente la faire. Et on va faire exactement ce que ce ChatGPT nous dit de faire, et peut-être que, Ouais, donc voilà, on s'en remet à l'intelligence artificielle pour une fois. Et donc, on vous embarque avec nous pour ce hors-série où on va traquer l'OVNI avec ChatGPT, ce qui nous permettra d'échanger sur divers sujets en lien avec les ovnis et d'accueillir un invité aussi qui nous exposera sa vision du phénomène. Ah, bien entendu, vous l'aurez compris, cet épisode il est hors du contexte GEPAN. Comme chaque année, on prend un peu de champ avec le sérieux qu'on essaie de maintenir pour aller vers un moment plus de détente et de plaisir. Bon voilà, alors on n'entend pas les criquets ni rien, c'est très silencieux ce soir, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on est dehors, donc le son peut-être peut paraître bizarre des fois, mais c'est comme ça, on n'est pas des super pros du son, on fait avec ce qu'on a. Il y a des bières sur la table aussi, donc ça risque de faire des fois. Voilà, vous êtes prévenus et c'est parti pour ce nouveau hors-série estival sous les étoiles et sous les ovnis avec ChatGPT et un invité surprise. En roue libre sous les étoiles. Voilà donc effectivement ce matin-là, alors que nous prenions notre petit déjeuner et que nous testions ChatGPT, on a posé la première question. Comment est-ce qu'on peut voir des ovnis ? Et voilà ce que ChatGPT nous a répondu, je vous fais écouter ça. L'observation des ovnis, ou des objets volants non identifiés, peut être un sujet fascinant. Voici quelques suggestions pour observer des ovnis. Choisissez un lieu propice. Recherchez des endroits éloignés des lumières de la ville et avec un ciel dégagé. Moins il y a de pollution lumineuse, mieux ce sera pour l'observation des objets célestes. Renseignez-vous sur les rapports d'ovnis. Consultez les bases de données sur les observations d'ovnis dans votre région. Cela peut vous aider à identifier les zones où des observations ont été fréquemment signalées. Utilisez des jumelles ou un télescope. Un équipement optique peut vous aider à observer les détails des objets dans le ciel. Les jumelles peuvent être particulièrement utiles pour examiner de plus près des objets éloignés. Voilà donc la première réponse de ChatGPT à cette première question qui était assez simple, Où c'est qu'on peut voir des ovnis ? Comment voir des ovnis plutôt ? On est dans un lieu ici, on est en lisière de forêt. Cette lisière de forêt donne sur une prairie qui plonge sur la vallée, donc on est en hauteur. Le ciel est bien dégagé, en face de nous il y a une colline. Pour venir ici, il y a un chemin qui doit faire 2 km à peu près, donc on est vraiment tranquille, il y a pas de risque de voitures qui passent, etc. Si vous entendez des voitures, c'est peut-être des voitures qui passent de temps en temps, plus loin dans la vallée, mais ça résonne un petit peu. Voilà, donc on est vraiment dans un endroit très 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 tranquille et très éloigné de toute pollution visuelle. Là pour l'instant, la nuit tombe, on aperçoit 4 ou 5 lampes au loin de maisons, mais vraiment, la lune vraiment là-bas. Pas du tout. Il y a la lune qui se lève. Voilà, donc on est pas mal. Concernant les rapports d'OVNI, puisque ChatGPT nous a dit effectivement, renseignez-vous et essayez de vous mettre dans des endroits où il y a déjà eu des observations. Alors il faut savoir qu'on est au-dessus, pile, de l'histoire de la vache. Il y a des chauves-souris qui passent, Ouais.
Chauve-souris, c'est mignon. On est pile au-dessus de l'endroit où s'est passée l'histoire de la vache qu'on vous a raconté dans le premier hors-série. Voilà, donc là c'était une grosse affaire qui s'était passée. Et il y a eu aussi, dans les bases du GEPAN, on a regardé, dans le secteur ici, juste en bas dans la vallée, il y a eu une observation dans les années 2000. On va vous raconter tout ça. Donc nous avons aussi mis en place des outils d'observation pour commencer, et nous allons essayer d'ouvrir grand les yeux. Voilà. Julien a amené son télescope. Bon, t'avais des doutes? ChatGPT nous a dit que pour voir les ovnis, il fallait un télescope. Moi, j'ai gros doutes parce qu'en gros, dans un télescope, on voit une portion du ciel très très réduite. Donc, comment savoir où passera l'extraterrestre qui nous permettra de... Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre, mais bon, on regardera toujours la Lune. Tu vas être très rapide dans tes réglages. On va voir, on va essayer de jouer le jeu et puis on verra ce qui se passe. En attendant, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter un petit résumé de l'histoire de la vache, donc qui s'est passée juste en bas dans la vallée. Cette histoire-là, on a décidé de vous lire un article de presse qu'on a retrouvé aux archives, qui était dans le Sud-Ouest, et qui résume assez bien l'affaire. Et comme on l'avait pas fait lors de notre première série, parce qu'on n'avait pas l'article en main, voilà, on va vous le lire. Et puis pour le deuxième cas qui a été enregistré dans la vallée, on va vous lire le rapport du GEPAN également, pour savoir de quoi il s'agissait. Et puis pendant ce temps, on continue de s'installer, on regarde le ciel, et s'il se passe un truc, on vous le dit bien sûr. Alors voici un article de Journal Sud-Ouest, c'est le journal local, daté du 1er octobre 1991. Article intitulé « La vache et l'extraterrestre ». Sous-titre « Une vache a été bizarrement dépecée le 20 août dernier. Les chasseurs d'extraterrestres sont sur la piste. » A tendance à s'en agacer. Cet agriculteur, négociant en bestiaux, passe pour une personne ayant les pieds sur terre, mais cette histoire l'énerve, voire l'irrite. Dans la matinée du 20 août, un voisin l'alerte. On vient de retrouver une génisse de son troupeau, tuée et dépecée, sur la commune de quelques centaines de mètres de sa ferme. Pour n'être pas nouveau, le phénomène des vaches égorgées et dépecées n'en est pas moins fréquent. À ceci près que l'animal de Monsieur intéresse cette fois des passionnés de phénomènes paranormaux, plus particulièrement une association qui se penche sur les vertus des extraterrestres. Ces chasseurs de petits hommes verts réunis sous la banderole des Chevaliers de la Lumière sont affirmatifs. Le cas est arrangé dans la même catégorie que les phénomènes étudiés voilà quelques années aux États-Unis d'animaux éviscérés suivant une méthode inconnue. L'animal n'a pas été égorgé, contrairement à la pratique habituelle la plus radicale. Il est par contre difficile de définir comment on l'a tué. Apparemment, la gorge aurait été prise dans une sorte d'étau coupant, les jarrets arrière et la queue ont été détachés, un œil de la bête crevé. 2 points font question, la précision avec laquelle les morceaux ont été découpés sans toucher la panse, mais surtout, le fait qu'aucune trace de sang n'apparaisse, pas plus dans les prés que sur l'animal. Les gendarmes et les voisins ont cherché sur 2 hectares, Monsieur est revenu le lendemain pour voir si les flaques de sang attiraient les mouches, rien. L'animal avait été sorti du pâturage où il se trouvait avec le troupeau, quelques barbelés avaient été décloués, nulle trace de pas ou de véhicule, remarque de Jean-Pierre. Les vaches ont été affolées jusqu'à aller se ficher dans les buissons. Il se souvient d'ailleurs qu'au mois de mai précédant les faits, on l'avait prévenu à 2h du matin que son troupeau au parquet à divaguait sur la route. J'y suis allé et j'ai vu 9 bêtes qui couraient dans tous les sens, un troupeau habituellement très paisible. Les vaches avaient été affolées. Plusieurs cas de figure donc. D'abord, l'acte d'un boucher amateur affamé, reste à expliquer la méthode sophistiquée utilisée pour tuer la génisse et le soin mis à la traîner dans un autre pré en évitant que cela apparaisse clairement. L'absence de sang, il a pu être récupéré dans un premier temps, le reste se coagulant à l'intérieur ou étant vampirisé par quelques animaux sauvages, c'est compliqué. Vient ensuite la similarité avec les faits répertoriés aux États-Unis, où fut avancée l'idée d'une intervention d'extraterrestres, puisqu'aussi bien on se trouvait en présence des phénomènes inexplicables. Les points communs sont restreints. Aux USA, des troupeaux entiers avaient été décimés, il n'en avait rien pris qui se mangeât. Doit-on alors se tourner vers les Chevaliers de la Lumière dont l'un des porte-parole se présente comme rédacteur en chef d'une revue inconnue intitulée LEM, l'étrange et le mystère dans le monde et ailleurs. Ces chevaliers comptent parmi leurs maîtres à penser l'ex-soi Jimmy Gueux, connu pour ses frasques extraplanétaires. Il vient d'ailleurs de publier un dossier révélation sur Brice Lalonde, Jimmy Carter, Henry Kissinger, Simone Veil et Raymond Barre.
dossier dans lequel il remercie l'anonyme qui me poste certaines lettres concernant des documents fort intéressants. Ces enquêteurs qui se promènent munis de caméscopes affirment le 20 août que des ovnis se trouvaient dans le ciel de Dordogne. Les chevaliers sont d'autant mieux placés pour effectuer de telles constatations que l'un d'eux passe ses vacances en Dordogne et justement sur la commune de Pour le cas trouvé sur la base du GEPAN et qui se passe dans la vallée, ce sont les gendarmes qui commencent par annoncer dans le procès-verbal que c'est eux qui sont allés à la rencontre d'un campeur qui disait avoir vu un objet volant non identifié au-dessus du camping pendant ses vacances. Voici ce que le campeur déclare. Actuellement, je suis en train de camper avec mon épouse, mes enfants, ma belle-fille et mes beaux-parents au camping municipal depuis le 1er août 2001. Le 20 août 2001, vers 23h15, je me trouvais allongé dans mon relax face au nord. Ce soir-là, le ciel était étoilé, il n'y avait aucun nuage dans le ciel, il ne faisait pas de vent. Je vous précise que ce soir-là au camping, il y avait une soirée karaoké. En scrutant donc le ciel ce soir-là, en observant les étoiles, j'ai observé dans un premier temps 3 points lumineux fixes disposés en triangle équilatéral et équidistant de la couleur d'une étoile. J'ai demandé à mon fils d'aller chercher son caméscope pour filmer l'OVNI. Et pendant ce temps, j'ai couru sur le terrain de football d'entraînement pour mieux observer le phénomène. À l'intérieur de ces 3 points, j'ai bien remarqué une masse grisée, avec les côtés du triangle. Cette masse a légèrement viré sur la gauche pour passer au-dessus du magasin qui se trouve à l'est du camping. Lors de son déplacement, j'ai bien remarqué que pendant un laps de temps, cette masse grisée masquait les étoiles. Il s'est écoulé environ 3 minutes entre le début de l'observation et la fin. C'est un aspect gigantesque de ce triangle que j'ai pu observer ce soir-là. Il me paraissait être d'une taille prodigieuse, disons entre 4 et 5 degrés de dimension apparente, ce qui représente 8 fois la dimension apparente de la Lune. Ce cas a été classé C par le GEPAN, puisque bien sûr, il manquait d'éléments pour pouvoir analyser cette observation. Donc voilà ces 2 histoires qui se sont passées dans la vallée. Donc on espère que on pourra être nous aussi le témoin de choses un peu étranges cette nuit, on verra. Pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose, la nuit tombe, la lune est levée comme le disait Julien. On a vu passer quand même 1 ou 2 avions. Alors c'est vrai qu'on en parle des fois dans les enquêtes. Il y a des outils qui permettent de voir à peu près quels sont les avions qui passent et tout ça quoi. Ouais, donc là on regarde sur Flight Radar effectivement. On voit bien le Bruxelles-Tanger et puis le Paris-Malaga. Voilà, qui nous passent devant, là, 2 qui se suivent, qui vont tous les 2 vers le sud. Voilà, et avec quel outil tu regardes ça, toi ? C'est Flight Radar 24. Flight Radar 24. Là, on les voit les 2, là, tu vois. Oui, donc à part ces 2 avions, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on est à une heure là où vraiment l'obscurité tombe de plus en plus, et le soleil commence à passer derrière les collines, et c'est une heure propice, non, à l'observation des ovnis, ça ? Ouais, parce qu'en fait, les objets qui sont en altitude sont encore éclairés, alors que nous, on est plutôt dans l'obscurité. Là, on voit autour de nous, là, tout est noir. Et donc effectivement le contraste est plus saisissant pour un observateur. Bon, alors qu'on était en train de parler, il y a une lumière qui a traversé le ciel, une lumière assez brillante, et qui a traversé le ciel sans clignoter, très lentement. Bon, mais ça a été débunké tout de suite, c'était pas non plus un ovni. C'était prévu. Voilà, alors dis-nous ce que c'était. Ouais, c'est l'ISS, la Station Spatiale Internationale. On a le ciel qui n'était pas encore très étoilé. Là, les étoiles sont en train d'apparaître vraiment très rapidement. Mais en tout cas, c'était le point le plus lumineux du ciel. On ne pouvait pas le louper et ça passe vraiment sans clignoter, très lentement. On a vraiment le temps de le voir. Ça peut surprendre et puis surtout quand il y a des gens qui observent ça avec des optiques pas super bien réglées, qui sont défocalisées, ça peut prendre l'aspect de sphère ou de trucs un peu bizarres. Oui, on a déjà vu ça dans certains cas. On va peut-être profiter du fait que ça y est, les étoiles sont apparues pour que tu nous fasses un petit point sur la situation astronomique ce soir-là, un petit peu qu'est-ce qu'on peut observer. Alors là, pour l'instant, on a une vision un peu restreinte parce qu'on a, comme tu disais, en lisière de forêt, donc tout ce qui est côté sud, on voit pas trop. Donc là, ce qu'on voit, c'est en se penchant un peu, on voit le triangle d'été, ce qu'on disait là, avec le Altaïr, Deneb et Vega, les 3 étoiles qu'on voit l'été, qui sont au firmament, qui un peu notre repère pendant l'été. Et la lune là qui est joli parce qu'elle est en cendré.
Donc il y a un léger croissant et on devine l'autre côté de la Lune, ça c'est super joli. Et normalement il y a Mars qui est plus bas, mais on le voit pas parce que toujours à cause de nos forêts là. Voilà, donc un ciel d'été typique. Bon. Et ben maintenant qu'on est là sous les étoiles, l'idée ça serait peut-être de demander à ChatGPT ce qu'on peut faire pour optimiser nos chances d'avoir la win ce soir et de voir des ovnis. Donc on va lui poser la question. Voilà, on est dans un endroit dégagé sous le ciel nocturne. Comment organiser une soirée pour traquer les ovnis? ChatGPT a répondu des choses qu'on a déjà entendues dans la première question qu'on avait posée, mais il y a 2 points qui apparaissent, qui sont un peu nouveaux. Lors de la soirée, encouragez les participants à être patients et à garder les yeux rivés sur le ciel. Les phénomènes célestes peuvent être imprévisibles, il est donc important d'être attentif et de signaler tout événement intéressant. Préparez des activités connexes. Pour rendre la soirée plus divertissante, vous pouvez organiser des conférences, des discussions ou des présentations sur les ovnis, l'ufologie et les théories associées. Vous pourriez également inviter un conférencier spécialisé dans ce domaine pour partager ses connaissances et son expérience. Donc on va suivre, comme on a commencé à le faire, les conseils de ChatGPT. Inviter quelqu'un ici dans la campagne en pleine nuit, ça aurait pu être compliqué. Aussi, on a enregistré un invité auquel nous avions donné la parole lors du hors-série de l'année dernière consacré aux ovnis en Périgord. J'aimerais te faire écouter quelque chose, voir si tu te rappelles de ce moment qu'on avait passé dans le podcast de l'année dernière. Dici che fai bene le brentavo in plenone, ma in plus de chiudere, Je me disais que ça faisait beaucoup de bruit en pleine nuit. Et en plus de ce bruit, il y avait comme un bruit indéfinissable. Ça pleurait, ça criait, ça couinait. Je me demandais bien ce qui arrivait. Et plus j'avançais, plus ça faisait de bruit. J'avançais toujours, mais ça venait vers moi. Et d'un seul coup, c'était sur moi. Ça a fondu sur moi. Je me demandais ce qui se passait. Je voulais repartir, mais je n'arrivais plus à bouger. À un moment, un coup de vent arriva, toujours de la cime des arbres. Et ça a éteint ma lanterne. Je n'avais plus de lumière, rien, et j'étais comme paralysé. Ça me tournait autour en criant de plus en plus fort. Ça me tournait autour en criant de plus en plus fort. Et je sentais que ça me chatouillait la figure comme de la plume ou de la soie. Je voulais m'en aller, mais je n'arrivais pas à bouger. Ça a duré à peu près une demi-heure et à un moment, je ne pouvais plus tenir, je suis tombé à genoux. Je suis tombé à genoux en essayant de ne pas casser ma bonbonne, mais c'était de plus en plus fort. Et je me suis dit que pour m'en sortir, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Seuls les seigneurs pouvaient me tirer de là. Alors j'ai fait mon signe de croix et comme par enchantement, ça a commencé à s'en aller. C'est parti vers Hautefort. Subitement, il y a eu comme un éclair, quelque chose de lumineux qui n'a pas duré et qui ressemblait à la queue d'une comète. Ah oui, ça c'est de l'occitan, hein. Et on en avait parlé l'année dernière, lors du dernier hors-série. C'est bien le gars qui racontait une histoire vraiment bizarre qui lui était arrivée et dont on pouvait se demander si elle n'était pas finalement liée à une observation d'OVNI, si je me souviens bien. Oui, c'est exactement ça. Et puis on avait un invité à l'époque qui nous avait présenté cette histoire et qui avait pas mal réfléchi sur la relation entre les légendes et les ovnis. Et on était un peu pressé par le temps parce que notre hors-série était déjà très long, donc on l'avait sacrément coupé parce qu'on avait une discussion beaucoup plus longue. Et on avait dit qu'on reviendrait vers lui pour l'interroger. Alors la bonne surprise, c'est qu'il est avec nous ce soir parce que c'était pas prévu, mais finalement il a pu venir et se libérer. Donc bonsoir Jean-François. Bonsoir. On est bien content de t'accueillir là. Et écoute, comment t'avais enregistré, on va diffuser ton interview telle qu'on l'avait enregistrée. D'accord, oui. Puis après comme ça nous permettra de bafouiller, comme on dit chez nous, ou de discuter sur les sujets que tu abordes. Un plagiat. Allez, écoutons ça. Eh bien, Jean-François, bonjour. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'auraient pas écouté l'épisode que nous avons fait en juin dernier, je crois, sur les ovnis en Périgord, je te présente à nouveau. Donc, tu es écrivain. Tu t'es beaucoup intéressé
aux légendes diverses et variées, particulièrement en Périgord, mais peut-être on va déborder un peu du cadre strictement périgourdin. Et ce qui nous intéressait, c'est que tu as réfléchi un petit peu à cette manière qu'on avait d'appréhender les ovnis au XXIe siècle, au regard de ces légendes. Et également, tu es astronome amateur, donc tu as quelque chose à voir avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire avec le ciel. Donc, on trouvait intéressant de te réinviter cet été pour que tu nous dises un petit peu tes réflexions sur ce thème des ovnis et des légendes. Bonjour à tous, merci Philippe de me réinviter dans votre émission. Effectivement, je m'intéresse aux légendes locales depuis des années. Quand on s'intéresse aux légendes locales, on s'aperçoit très vite qu'en fait elles sont planétaires, parce que dès qu'on a une légende qui parle de quelque chose, on s'aperçoit qu'il y a pratiquement le même type de légende un peu partout en Afrique, en Asie, en Amérique. Et nous venons d'écouter un témoignage en occitan de Monsieur Fontaine de Savignac-les-Églises qui parle de ce qu'on pourrait prendre pour une légende typiquement locale qui concerne la chasse volante. Et c'est vrai que comment je suis venu moi à m'intéresser dans un premier temps à l'astronomie et puis aux phénomènes dits ovnis. Oui, moi adolescent, mes parents m'ont offert un télescope, un 115-900 pour ceux qui connaissent. J'avais réussi à voir en 86 la comète de Halley avec une météo moyenne en plus en banlieue de Paris. Alors j'étais très 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 fier. J'ai pratiquement l'intégrale de la collection des ciels et espaces. Alors évidemment, un jour ou l'autre, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que ces phénomènes lumineux, c'est vrai, c'est pas vrai. Et tout ça m'a rattrapé en m'intéressant aux légendes. Quand on entend Monsieur Fontaine nous raconter cette histoire de chasse volante, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans cette belle langue occitane de dialecte limousin, il nous dit que, alors qu'un soir, il quitte un moulin et il rentre... passe par la forêt pour rentrer au plus court par chez lui, il voit dans le ciel une évolution peut-être de type orageuse, avec une espèce de nuée blanche et puis des bruits curieux qui s'approchent. Et alors que cette masse lumineuse, nuageuse, avec ses hurlements, ses bruits de cris ou de ferraille, on sait pas trop, lui arrive dessus, il tombe à terre en étant paralysé. Et puis, alors, il fait le signe de croix, et au bout d'un moment, cette nuée fait demi-tour et disparaît à grande vitesse dans le ciel en direction d'Hautefort, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est la légende qu'on nous présente en Périgord comme celle de la chasse volante, c'est-à-dire d'un phénomène nuageux avec des bruits de hurlements qui venait attraper les gens et les emporter dans le ciel. Bon, je me suis très rapidement dit, tiens, on enlève chasse volante et on met le mot ovni, et pratiquement toute la manière que Monsieur Fontaine a de raconter cette histoire, ça coche toutes les cases. D'abord, un phénomène lumineux qui approche avec des bruits curieux qui peuvent être pris pour des bruits d'animaux ou des bruits mécaniques, on sait pas trop, mais ça fait peur. Le phénomène où la personne tombe paralysée revient souvent pour ceux qui s'intéressent au témoignage dit d'apparition d'ovnis. Et puis au moment quand le phénomène disparaît, la personne retrouve ses mouvements. Et j'ai oublié de préciser quelque chose. Monsieur Fontaine, à la manière dont il raconte son histoire, il dit que alors qu'il était rentré dans la forêt en début de nuit, que le phénomène, d'après ce qu'il raconte, a pu durer j'en sais rien, 10 minutes, un quart d'heure, que quand il sort de la forêt, il fait jour. Donc il y a même anomalie temporelle, ce qui revient souvent dans les témoignages d'OVNI. Je pense que vous en avez souvent entendu parler pour tous ceux qui se passionnent. Et je me dis, tiens, c'est quelque chose qui mérite d'être noté, sans dire qu'est-ce que c'est, j'en sais rien. Et puis du coup, suite à la commande de Julien et de Philippe, j'ai travaillé un petit peu plus, et je me suis aperçu que ces phénomènes légendaires, en fait, remontent à la nuit des temps. Et on peut y voir des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est, sauf que quand il y a des nécessités politiques ou religieuses, quelles que soient les périodes de l'humanité, on veut y trouver soit une explication, mais surtout une utilisation. On nous dit aujourd'hui que quelque temps avant qu'on appelle les chevaliers à partir en croisade, on aurait vu des phénomènes lumineux, alors comètes, j'en sais rien, ou nuages qui partaient vers l'Orient en forme de croix. Bon. Pour ceux qui l'ont vu,
c'était en forme de croix. Alors, ou du moins, c'est comme ça qu'on l'a expliqué. Quelque temps plus tard, on sait que dans une chronique de 1183 qui parle de l'histoire du Périgord, du Limousin, des troubadours, la chronique de Geoffroy du Vigeois nous dit que au pays d'Aliénor d'Aquitaine, c'est-à-dire en Angleterre, n'oublions pas, dans le ciel de Londres, en 1183, d'un seul coup, la chronique nous dit que les gens ont eu peur parce qu'ils ont vu passer un bateau dans le ciel. Pour eux, ils ont mis le mot bateau. Mais il y a bien quelque chose qui a fait peur à la population de Londres en 1183, parce qu'ils ont vu un bateau dans le ciel. Donc ils n'ont pas vu passer des oiseaux, ça va, ils connaissaient, ils n'ont pas vu passer des nuages. Donc s'ils disent qu'ils ont vu passer un bateau, il y avait bien un véhicule qui a traversé le ciel. On peut remonter plus loin vers 1587, du côté de Karsak-Kayak, on témoigne bien qu'on aurait vu, et donc là, un bruit dans le ciel de nuages avec des bruits de guerre ou d'armée, de cris, bref, une chasse volante, avec des nuages qui se déplaçaient et qui ont fait suffisamment de bruit pour que les gens aient peur. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, les gens étaient très proches de la nature et qu'un vol d'oiseau ou un orage, ça va, on savait ce que c'était. Et justement, enfin, oui, tu parles de ça. Je crois me souvenir que dans le témoignage de Monsieur Fontaine, de la chasse volante, les nuages, ce qui commence à faire peur, en fait, le moment où il y a un truc bizarre qui se passe, un moment de bascule, c'est quand les nuages vont à l'envers par rapport au vent. Donc c'est vrai que proche de la nature, et d'un seul coup, cette nature, elle se dérègle. Tu as tout à fait raison de le préciser, parce que on disait à l'époque, on peut dire aujourd'hui, ah bah oui, il a rien compris, il a vu un ballon sonde. Non, c'est pas possible. Les gens connaissaient les chants d'oiseaux, les bruits du vent, ils étaient très proches de la nature, ils étaient capables de savoir ce que c'était qu'une tempête, un orage terrible, mais oui, ils savent que les nuages suivent le vent. Et on le sait depuis 3 ou 4 000 ans, et peut-être même avant. Donc là, effectivement, le problème et le début d'inquiétude, c'est quand un nuage remonte le vent. Alors le phénomène n'est pas, entre guillemets, naturel. Alors en continuant à travailler là-dessus, je me suis aperçu que ces phénomènes lumineux, qu'on appelle chasse volante ou autre chose, curieusement, dans un premier temps, quand c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, on le réfute. Par exemple, dès le Moyen-Âge, on a énormément de textes, de témoignages, les gens disent « on a vu tomber des cailloux qui tombent du ciel, on en a même récupéré ». Sauf que je vous rappelle qu'à l'époque, pour les scientifiques de l'époque, ou même les zététiciens de l'époque, on va dire, comme il a été écrit qu'il n'y avait rien dans le ciel, il ne pouvait pas tomber de cailloux du ciel. On parlait même d'aérolithes. Lith, pierre, aéro. Et ça a été nié par les scientifiques de l'époque en disant ces gens sont dingues, ou ils inventent, ou ils fabulent, il n'y a pas de cailloux qui tombent, vu que, de notre point de vue, c'est pas possible. Alors qu'on attribue même des propriétés à ces cailloux qui tombaient du ciel. Il faut savoir que dans la cordillère des Andes, certains chefs amérindiens avaient des colliers autour du cou, où on a la preuve aujourd'hui que c'était avec des morceaux de météorites, de pierres qui tombaient du ciel, parce que pour eux, évidemment, elles avaient des vertus magiques. Ce qui prouve bien que, dans la cordillère des Andes aussi, on avait bien vu tomber des cailloux du ciel et qu'on a essayé de les récupérer parce qu'on lui a attribué des vertus magiques. Donc, alors que les criquets maintenant se sont mis à chanter un peu, c'est pas désagréable, on entend toujours les voitures, mais ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça porte loin le bruit, la nuit. Oui, parce qu'elles sont en bas dans la vallée, mais nous on est en hauteur, donc ça remonte. Ouais. Ça remonte, bon. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Bon, la nuit est là. Bon, on s'est aperçu aussi, pour tout vous dire, en marchant un peu autour là, qu'il y avait des vaches. Et bon, on s'est dit que peut-être c'était bien pour attirer les ovnis, eu égard à l'histoire qu'on vous avait racontée une première fois. Oui, effectivement, on s'est dit que ça pourrait appâter, parce que quand on va à la pêche, on en voit pour attirer les poissons. Là, s'il y a quelques années, ils sont venus chercher une vache, là, en se mettant à côté d'un troupeau, peut-être que ça pourrait... Elles sont plusieurs, en plus. Oui. Et puis, on s'est fait la réflexion s'il y a une truffière pas loin. Oui, voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de raisons pour venir dans les coins. Donc, venez, venez les ovnis, on est là, on vous attend. Pour l'instant, donc, il se passe pas grand-chose. Moi j'ai envie de demander quand même à ChatGPT, puisque bon, jusqu'à maintenant ces conseils sont plutôt pas mal. Quel dispositif on peut mettre en place pour les attirer?
Ouais, c'est là qu'on va attaquer le bizarre. Hein. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, la question à ChatGPT, quel dispositif on peut mettre en place pour attirer les ovnis? Et je vous laisse écouter la réponse que ChatGPT nous a faite tout de suite. Utiliser des techniques de méditation. Certaines personnes prétendent avoir attiré des ovnis en se connectant mentalement à des entités extraterrestres par le biais de la méditation. Vous pouvez essayer des séances de méditation en plein air en vous concentrant sur votre intention d'établir une communication avec d'éventuels visiteurs extraterrestres. Projecteurs laser. Les projecteurs laser puissants peuvent être utilisés pour créer des faisceaux lumineux visibles dans le ciel. Vous pouvez les utiliser pour tracer des motifs ou des signaux spécifiques afin d'attirer l'attention. Lampes stroboscopiques. Les lampes stroboscopiques produisent des flashs lumineux rapides et intermittents. Vous pouvez les utiliser pour créer des motifs lumineux inhabituels dans le ciel nocturne. Système sonore. Les dispositifs sonores puissants, tels que des haut-parleurs ou des amplificateurs, peuvent être utilisés pour émettre des sons dans l'espoir d'attirer une réponse. Certains prétendent que des fréquences spécifiques ou des séquences de sons peuvent susciter l'intérêt des éventuels visiteurs extraterrestres. Feux d'artifice. Les feux d'artifice colorés et lumineux peuvent attirer l'attention dans le ciel nocturne. Vous pouvez utiliser des feux d'artifice spécialement conçus pour produire des motifs complexes et des couleurs vives. Bon, voilà. Et ils finissent quand même, ChatGPT finit en disant, vous avez épargné ça, qu'il fallait respecter la loi, etc. Donc bon, les feux d'artifice, on va essayer d'oublier, c'est très mal vu en ce moment. Et puis bon, là c'est un peu sec autour de nous. Pour les lanternes, ouais, c'est un peu limite, ouais. Voilà, donc par contre, on va peut-être se prendre un coup de 12. On va essayer d'émettre des sons et d'envoyer des signaux lumineux dirigés vers le ciel. Hein. Oui, je pense qu'il faut essayer. Ma foi, écoute, on est là pour ça, il nous reste quelques bières encore. Oui. Le truc, c'est que à chaque fois, ChatGPT, c'est qu'on n'a pas les sources de ces informations. Et quand il parle de méditation, je pense qu'il allait voir à côté des Raéliens ou je sais pas quoi. Hein. Mais je sais pas, mais c'est très rigolo quand même, parce que effectivement, certains prétendent que... Ouais. C'est qui ces certains-là? Ah il est évident que pour les... ça intéressera peut-être les gens qui nous écoutent que l'histoire de Raël est, une fois de plus, on va faire nos chauvins, mais étroitement liés au Périgord. C'est vrai. Ouais. Hein, parce que n'oublions pas qu'il y a quelques années, nous savons de sources sûres, tout à fait, que quand Raël s'était installé du côté de, ouais, on va dire pas bien loin d'ici, hein, il avait déjà des théories qui consistait à être anti-médicaments, tout à fait, hein, notamment pour les gens qui le suivaient, sachant que un médecin que nous connaissons tous bien nous a toujours dit que comme on disait dans les coins, le bain d'eau, il était on traduira pas par égard aux Raéliens, il était plutôt sympa, parce qu'autant il interdisait les médicaments pour les gens de son équipe, autant dès qu'il était malade et qu'il toussait un peu, il allait voir le médecin. Alors on en a un souvenir assez amusé. Voilà. En fait, ce gars-là, c'est un cynique, finalement. Enfin, c'est un cynique. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a au final beaucoup d'humour. Oui, alors, et pour finir de lui faire un costume, notre grand-père nous racontait qu'il avait rencontré la tante de Raël, enfin, je ne me rappelle plus son vrai nom, mais bon, peu importe, et effectivement qui habitait dans le coin, hein, et qu'elle lui racontait lui avoir cousu son premier costume de Messie interplanétaire. Alors moi, quand on sait ça, effectivement, ça ça fait tomber le mythe un peu. Bon, allez, on va essayer de faire des signaux lumineux et tout ça, et puis d'émettre des sons. Donc on a amené un petit clavier qu'on va relier à des enceintes, on a amené des projecteurs à LED et tout ça. Donc on va essayer plusieurs trucs, et puis on se rejoint dans quelques minutes. Ouais. On va voir s'il se passe des trucs ou pas. Là pour l'instant, j'avoue que le ciel est normal. Tout ce qu'il y a de plus normal. On va se retrouver dans une bière. Voilà. Pour la méditation, ouais. Allez, ça, très bonne idée. On va méditer et on revient. Allez, donc on va commencer par envoyer des sons. Il y a Elisa qui est avec nous, qui a un petit clavier.
Allez, vas-y, lance-toi et tu fais des accélérations, tu fais plein de sons bizarres et tout, et tu vas à fond. Et nous, on guette et on attend les ovnis. Ouais, tu fais du free jazz, là. Tout vers le fond, moi je laisserais danser si je t'ai... Vas-y, allez, en vrai. On va faire en même temps, on va envoyer des stimulus visuels avec la lampe LED. Vraiment exigeant cette année. Ah ouais, bien ça. Je pense qu'on va se prendre un coup de douze à les voisins. Je suis propriétaire des vaches en fait. Le lait va tourner là. Bon, écoute, ça va aller, on va attendre maintenant. Bon, après cette interlude musicale, lumineux, Brillant, etc. Bon, on s'est pas fait chasser à coups de fourche pour l'instant. Regarde, il y a deux avions qui se croisent là-haut. Oui. Voilà. Bon, mais à part ça, c'est le seul truc qui a bougé un peu dans le ciel là. Et à part quand même, on a eu la visite d'un visiteur un peu pas attendu et pas désiré. On a eu un gros frelon qui est venu se poser sur la table, sûrement attiré par la musique et les lumières, à moins que ce ne soit les quelques bières que nous avions ouvertes. Voilà, je pense. Donc bon, rien de spécial pour l'instant dans le ciel. Et nous allons tout de suite écouter la deuxième partie de l'interview que nous avions fait avec toi, Jeff. Oui. Où tu vas nous parler de l'utilisation politique que tu as cru remarquer de tous ces phénomènes et ça date pas d'hier en plus, donc tu vas nous expliquer tout ça, on va écouter, puis après on en discutera. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de constater plus près de nous, au XXe siècle, qu'en pleine Première Guerre mondiale, il y a eu le phénomène qui a eu un retour presse assez surprenant, qu'on appelait les anges de Mons. 1915, que se passe-t-il? On dit que d'un seul coup, en pleine bataille entre les Anglais et les Allemands, un phénomène lumineux, nuageux serait arrivé et aurait fait peur aux Allemands, bien sûr, qui se seraient enfuis. Et pour les Anglais, c'est simple, c'était ou des archers de la guerre de 100 ans, ou Saint-Georges, parce que Saint-Georges est le patron des chevaliers anglais, j'insiste, et c'est ce qui aurait terrorisé les Allemands. Ce qui m'intéresse au plus haut point, vrai pas vrai, j'y étais pas et je m'en moque, c'est qu'il y a bien eu une exploitation politique de ce phénomène qui a existé ou pas. Probablement une invention, assumons-le, parce que cette histoire au départ vient d'une nouvelle de Arthur Machen, qui est un écrivain que je vous recommande de lire, qui avait écrit pratiquement la même chose dans une de ses nouvelles 1 ou 2 ans plus tôt. Ce qui est certain, c'est que à Mons, les Anglais étaient en fait en pleine déroute au moment de cette bataille et c'était en train de s'enfuir. Il est probable qu'on ait exploité, galvanisé une défaite en inventant quelque chose ou en récupérant quelque chose qui sert à la propagande. Au même moment, on trouvera surprenant que dans ce phénomène lumineux blanc qui est interprété par les Anglais comme étant des archers, évidemment d'Azincourt, ou Saint-Georges, les Français, eux, vont y voir Saint-Michel, ou alors, le mot est lâché,
Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est très intéressant parce que pendant toute la Première Guerre mondiale, on voit apparaître des témoignages de phénomènes lumineux, on dirait de type chasse volante ou dame blanche. Les dames blanches, il y en a plein en Périgord, comme il y en a en Bretagne. En Bretagne, elles gardent les sources. En Dordogne, c'est pareil, comme ailleurs. Partout, il y a des cultes des fontaines, il y a ces phénomènes lumineux près des bonnes sources, des bonnes eaux, pour qui certains y voient des fantômes féminins, si vous voulez, ce qu'on appelle des dames blanches. Eh bien, sur la Première Guerre mondiale, ces dames blanches, d'un seul coup, deviennent ou la Sainte Vierge, ou Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est super intéressant, parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là, elle est toujours classée comme hérétique. Ce qui fait que l'Église a du mal au départ à manœuvrer tout ça pour récupérer tout ça. Ce phénomène de dame blanche a continué longuement, on a tout un tas de témoignages. Mais pourquoi ? Et c'est là que je souhaitais prendre la parole aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une histoire du pourquoi de cette récupération politique. En fait, en France, au départ, les gouvernements français ont vécu un véritable drame à partir de 1883, c'est-à-dire la mort du dernier roi, le Bourbon, en ligne directe, parce qu'après, il n'y a plus que les Orléans, les branches cadettes, mais dont les catholiques intégristes ne veulent pas, parce que la branche cadette avait accepté le drapeau de la République. Ça a été une véritable panique et désespoir que l'arrivée de cette République, en même temps que la fin de la lignée des rois catholiques et nés Bourbon. Et comme par hasard, c'est dans ce moment-là qu'on voit apparaître, en cette fin du 19e siècle, eh bien, des retours de Sainte Vierge qui rappellent qu'il faut retourner à l'église, qu'on est dans l'attente du retour d'un roi, que la République est vécue comme une modernité laïque qui va s'installer, dont on ne veut pas. Je parle pour ces gens qui dirigent. Ce qui fait que, comme par hasard, eh bien, la mode retourne au chemin de Compostelle, on fait des ostensions, on retourne des reliques, et évidemment, là où certaines jeunes femmes voient des dames blanches, eh bien, pour les prêtres, c'est la Sainte Vierge. Et il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas de dire que les prêtres ont manipulé les jeunes femmes. Pour un prêtre, oui, une apparition, une dame blanche, c'est la Sainte Vierge. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il arrive pour ce même, et cette fois au niveau mondial, personne qui dirige les territoires, qui dirige les pays. Vous savez que quand on dirige, on se doit d'avoir des réponses. Quand on les a pas, il vaut mieux nier le problème. C'est de la communication, rien de neuf, ça existe depuis au moins 2000 ans. Arrive un autre drame pour ces gens-là. 1917, vous vous rendez compte ? Le tsar, il se fait tuer et il est remplacé par un nouveau système politique qui deviendra le communisme et la dictature communiste. Imaginez l'angoisse pour tous ces gouvernements bien installés qui voient pas où eux est le problème, vu qu'ils sont bien installés depuis des siècles. La panique, ce qui fait que on revoit au même moment ce phénomène où on recrée des sociétés secrètes de type néo-templier, on retrouve des templiers, des sociétés qui sont en recherche. Et avec tout ça, c'est pas surprenant que quand le danger pour ces gens-là grossit, parce que personne n'avait prévu avec la Seconde Guerre mondiale que finalement Staline batte Hitler. On sort de la Seconde Guerre mondiale avec la même panique pour ces régimes capitalistes installés qui sont extrêmement inquiets. Surtout que la technologie côté communiste commence à faire ses preuves avec des fusées, C'est pourquoi j'ai tendance à dire que ces phénomènes lumineux qu'on va voir apparaître post-Seconde Guerre mondiale, on peut supposer qu'il y a eu la même tentative d'exploitation parce que ça pouvait rendre service aux structures de gouvernement en place. On y voyait des saintes vierges ou des dames blanches qui allaient dans le sens de ces gouvernements en place. Là, on va peut-être voir apparaître... aujourd'hui, on va appeler ça des Foo Fighters ou des ovnis, mais qui évidemment tombent ou se posent du bon côté, ce qui permet à ces gouvernements de faire croire ou supposer qu'ils auraient peut-être une technologie supérieure à ceux d'en face. Ça peut expliquer Roswell, ça peut expliquer Trinity, ça peut expliquer d'autres choses, parce que il ne faut pas oublier, à cette époque-là, la paranoïa dans lequel vivaient les États-Unis vis-à-vis de tout ce qui était communiste, et puis surtout l'angoisse. Passer les premières bombes atomiques envoyées sur des objectifs civils, non pas pour
finir de détruire le Japon, qui était déjà, mais surtout, à mon avis, pour faire peur aux communistes. Mais la panique, quand on s'est aperçu que 4 ans plus tard, les communistes avaient aussi la bombe atomique, et que les premières fusées dans l'espace, c'est les Russes, et que le premier être vivant dans l'espace, c'est les Russes, que le premier homme, femme, objectif sur la Lune, c'est les Russes. La panique. Ce qui fait que j'émets l'hypothèse, j'affirme rien, moi je suis personne pour rien affirmer, l'hypothèse que certains phénomènes lumineux, là aussi, vrais, faux, peut-être que les personnes qui ont vu quelque chose ou tombé quelque chose sont de bonne foi, j'en sais rien. Ça a pu être récupéré, utilisé, manipulé pour faire croire à quelque chose. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a la preuve que ça s'est passé à la Première Guerre mondiale, que ça s'est passé au Moyen-Âge. Je ne crois pas que les gens du XXe ou XXIe siècle soient forcément plus bêtes que les gens du Moyen-Âge. Alors, ce que tu racontes, ça fait écho à autre chose chez moi, puisque effectivement, l'utilisation politique des croyances, j'ai entendu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, que le Vatican avait fait nommer des exorcistes en masse un petit peu partout. Et effectivement, on voit bien que c'est lié à la déprise du catholicisme un petit peu partout, et qu'il convient vite de remettre quelques croyances et de faire peur un petit peu pour ramener les ouailles dans les églises. Donc effectivement, ça participe du même schéma. Et il y a autre chose qui fait écho dans ce que tu dis, surtout par rapport aux guerres. Et je sais que on se connaît tous les deux. Et quand on s'est vu l'autre jour, où on a maintenant des tic-tac et des choses comme ça qui apparaissent, où les États-Unis lâchent de plus en plus de choses, pile poil au moment où on est en train de retrouver une sale ambiance quand même entre les deux blocs, et où on est en train de retrouver une ambiance de guerre froide, et avec les phénomènes lumineux qui vont avec. Exactement. Là, on a présenté une histoire de ballons. Alors cette fois, ils étaient chinois, les ballons. Alors, ils sont peut-être chinois, j'en sais rien. Mais on en a annoncé un. Finalement, on a appris qu'on en avait descendu 3 ou 4. Si c'est vraiment des ballons, le missile coûte quand même beaucoup plus cher que le ballon. C'est quand même assez curieux. On nous avait promis les morceaux des ballons pour nous démontrer que c'était quelque chose de chinois. Pour l'instant, on n'en parle plus. Il y a bien sûr ces déclarations du monsieur qui s'appelle Charles Grush, qui dit, lui, avoir vu des choses, et d'un seul coup, comme c'est quelqu'un... Alors lui, on nous explique pour l'instant qu'il est crédible. Peut-être que dans quelques mois, on nous expliquera que c'est pas vrai. Mais il y a effectivement, à nouveau, une ambiance curieuse qui fait que il se passe des choses autour de ces phénomènes lumineux. Alors certains les rejettent en masse, et d'autres veulent faire croire qu'ils maîtrisent. Je dis simplement que c'est ce qui s'est passé au XIIe siècle. C'est ce qui s'est passé au XIIIe siècle, au XIVe, au XVe, au XVIe, au XVIIe, au XIXe, au XXe. C'est pourquoi j'ai la faiblesse de penser que c'est probable qu'il puisse se passer la même chose au XXIe. Oui, alors, donc si je suis bien ta thèse, effectivement, il y a des... Bon, au Moyen-Âge, on appelait ça des anges ou des diables ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on est dans une société plus technologique, effectivement, où on voit les puissances qui s'amusent à flinguer leurs propres satellites pour montrer qu'ils sont capables de flinguer les satellites. Donc il y a une guerre de communication quand même qui bat son plein, et on retrouve encore une fois, cette fois c'est des tic-tac, des trucs de haute technologie, où effectivement peut-être qu'on aurait l'envie de faire croire qu'on maîtrise certaines choses, ou en tout cas qu'on est en possession de certaines choses, et pas l'autre, que donc on a une supériorité. J'espère pas donner un ton trop, complotiste à l'affaire, parce que je parle de faits avérés, et puis comme je dis toujours dans ces histoires de complot, effectivement il faut se méfier des gens qui voient des complots partout, mais et j'insiste là-dessus, mais je veux rajouter derrière, mais il faut se méfier tout autant de ceux qui n'en voient nulle part. Bon alors voilà, Julien, toi tu as découvert un petit peu cet entretien qu'on a vu avec Jeff. Ça t'appelle des commentaires, il y a des choses que tu as remarquées pendant la diffusion. Non, c'est vraiment passionnant, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce que je retiens, c'est que outre les aspects politiques, mais en fait, on a toujours vu des trucs dans le ciel bizarres, et des trucs qui se ressemblent finalement à ce qu'on voit maintenant. Et c'est pour ça, pour revenir justement avec le GEPAN, c'est pour ça que j'aime bien j'adhère à la démarche du GEPAN, qui consiste à quoi?
quand on voit des trucs bizarres dans le ciel, on repart de ce qu'on a, c'est-à-dire les faits, rien d'autre, pas le contexte, et on n'essaie pas de tirer des conclusions qu'on sait pas tirer parce que on n'a pas de preuves. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'adhère à cette démarche finalement de repartir des faits et puis de rien d'autre, parce que le contexte, on voit bien qu'il est mouvant. Et finalement, ce qu'on écoutait tout à l'heure sur le gars qui voyait une chasse volante dans le ciel, il y avait tous les éléments d'une rencontre de troisième type qu'on décrirait comme ça maintenant. Oui, c'est ça qui m'avait intéressé. J'en avais parlé avec Philippe, c'est que ce monsieur raconte son histoire telle qu'il l'a vécue, mais avec ses mots à lui du monde rural. C'est ça. Donc pour lui, c'est une obéite, c'est une bête, un monstre, et puis voilà. Mais aujourd'hui, avec le même phénomène curieux, si on y met un jargon scientifique, on pourrait dire c'était peut-être un phénomène type UFO ou OVNI ou PAN, je crois, PAN. Ouais. Eh ben nous, on n'est pas encore à l'aube d'une rencontre du troisième type pour l'instant. On a vu beaucoup d'avions, quelques satellites. Alors là, les étoiles se sont vraiment levées. Là, on voit le W de Cassiopée. Alors moi, je suis pas du tout astronome, mais bon, à force de... on a la Grande Ourse en plein ici, avec l'étoile polaire juste à droite. Voilà, donc il y a quelques repères assez évidents. Il y a un beau ciel d'été. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure, parce que je voyais la lune qui se couchait à travers les arbres. Voilà. Et ça me rappelait une histoire qui est arrivée le lendemain ou le surlendemain de l'histoire de la vache, donc qui était une histoire qui s'est passée au bord de la rivière. Donc nous, on était vraiment partie prenante de ces histoires d'ovnis là dont on a entendu parler pendant 2 jours entiers. Et ben ce soir-là, donc 2 jours après, j'étais à la pêche et c'était au même endroit qu'il y avait l'histoire de la vache avec mon petit cousin. Et tous les deux, lui aussi il adore les histoires d'ovnis, on reparlait de cette histoire de vache et tout. Et d'un seul coup, je me suis tourné et j'ai vu une boule lumineuse à travers les peupliers. Mon pote, on a pris les cannes à pêche, on a piqué un 100 mètres et tout. On est rentré à la maison en étant persuadé d'avoir vu un ovni. Sauf que quand on a regardé à l'endroit où on avait regardé tout ça, ben, c'était la lune. Tu sais, elle se levait, elle était pleine, elle était ronde. Donc ça va vite. Mais tu sais, ça c'est un très grand classique. On appelle ça le syndrome de la lune suiveuse. Tous ceux, surtout quand on est en voiture et que la lune est à travers les arbres, en fait, t'as l'impression que le truc est en train de voler à la même vitesse que toi et essaie de te suivre. Et ça, c'est un très très grand classique des enquêtes ufologiques. Il y a plein de cas comme ça où finalement on s'est aperçu que c'était la lune et que parfois même on a pu le prouver. Je sais pas si on avait raconté cette histoire dans un épisode, mais oui. En gros, c'était on l'a raconté l'histoire. Avec Francine ouais, c'est ça. Et en gros, les gars, oui, c'est ça. Et puis avec un cycle Saros, 18 ans plus tard, tu peux prouver que les circonstances étaient telles qu'effectivement, ça pouvait pas être autre chose que la Lune. Donc, en tout cas, voilà, ça m'a évoqué ça, mais ici, pour l'instant, c'est très calme. Eh ben, on va profiter d'être là ensemble et on est bien là. Il fait très bon et tout ça. C'est l'été, on est un peu en roue libre et c'est parfait. Eh ben, on va en profiter pour faire notre exercice annuel de revue de presse de l'OVNI. Alors justement, pour cette revue de presse, on peut dire qu'on a de la chance, parce que on a lancé le podcast il y a 2 ans maintenant, et il se trouve que l'actualité depuis, elle est super dense. Et c'est avant tout aux États-Unis que ça se passe. Et ce qui est nouveau, finalement, c'est que c'est l'officialisation que les services secrets, les services officiels, en tout cas gouvernementaux américains, s'intéressent de près au sujet. Donc après la création du groupe de travail de Pentagon en 2020, les observations de la Navy en 2021, en 2022, c'est la NASA qui s'intéresse également au sujet, sous la forme d'un programme d'études indépendant consacré à la question d'un point de vue scientifique. En fait, ce programme, il s'agit d'un panel d'universitaires choisis et encadrés par la NASA, avec l'objectif de déstigmatiser le sujet des ovnis et plaider pour une approche scientifique et plus rigoureuse des phénomènes. Et ça, on peut dire que ça nous parle de la mesure où ça fait maintenant 2 ans qu'on parle de l'approche du GEPAN, qui depuis 2005 joue un rôle un peu comparable en France. Bon, peut-être que le directeur de la NASA, même c'est sûr, il écoute le podcast. Et donc, ça l'a inspiré. Ouais, c'est sûr. Et puis d'ailleurs, on devrait peut-être faire une version internationale
The UAP Files by Philippe and Julian and Elisa. On va faire le générique au clavier. ça va être bien. Donc ce groupe a tenu sa première réunion publique où ils sont restés prudents. Alors je cite, les données existantes et les exposés des témoins sont insuffisants pour fournir des preuves concluantes sur la nature et l'origine de chaque événement. Donc comme ça, ils se mouillent pas. Donc il y a quelques 800 phénomènes aériens non identifiés qui ont été collectés. Et ils en ont identifié entre 2 et 5% qui sont vraiment anormaux. En fait, c'est un peu les mêmes chiffres que récolte le GEPAN avec ses cadets, quoi. Bah, c'est les cadets du GEPAN, exactement. Ils en sont un peu au même point. Et d'ailleurs, il faut savoir que le GEPAN a été auditionné par ce panel d'experts de la NASA. Oui, d'ailleurs, on peut le glisser au passage. On est en train de préparer un épisode spécial. On est beaucoup dans les épisodes spéciaux en ce moment. Pour la rentrée autour de ce sujet-là, il ne faudra pas le louper parce que je pense qu'il va mériter le détour. Ouais, c'est ça. Bon, on n'en dit pas plus pour le moment, mais on est sur l'affaire. Donc on en vient au deuxième gros événement de l'année. Ce sont les révélations de l'ancien officier des services de renseignement américains, David Grusch, qui a fait grand bruit en juin dernier. Alors celui-ci, il a affirmé que le gouvernement américain détenait, je cite toujours, des appareils intacts et partiellement intacts récupérés sur les lieux de crash d'OVNI. Et il estime que ces derniers sont d'origine non humaine. Donc il explique avoir livré au Congrès des informations classifiées à ce sujet et cachées illégalement aux élus américains. Ça, c'est vrai que c'est énorme, et je crois que c'était un ancien colonel. Ouais, mais alors, bon, c'est comme disait Jeff tout à l'heure, il y a toujours un mais. En fait, lui, il avoue qu'il les a jamais vus en personne, ces objets non identifiés. C'est un peu l'homme qui a vu l'ours, donc... Finalement, il avance des trucs mais sans aucune preuve, il a même aucun indice et il faut juste le croire sur parole. Donc pourquoi il fait ça? Mystère. Ça se trouve il est de bonne foi, on sait pas. Mais en attendant, j'ai pas l'impression que ça puisse faire avancer beaucoup le schmilblick, cette histoire. Donc on va rappeler la phrase de l'astronome Carl Sagan qu'on utilise souvent ici. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Et pour le moment, on les attend toujours. Et ça me rappelle ce fameux rappeur aussi l'année dernière qui devait faire un truc énorme qui a fait flop. C'est bizarre, les Américains promettent toujours des grandes révélations et puis ça finit toujours un petit peu en eau de boudin. En revanche, toujours aux États-Unis, certains sont persuadés de les avoir trouvé ces preuves. Ah oui, quand on parle de preuves, il y en a un qui les cherche, c'est ce bon vieux Avi Loeb de l'université de Harvard. Voilà, Avi Loeb, j'ai même amené son livre là, tu vois. Qui avait évoqué la piste E.T. À propos de Oumuamua, je crois que le bouquin d'ailleurs ça parle de ça. C'est ça, ouais. Cet étrange objet céleste là qui avait fait un tour dans notre système solaire, qui venait apparemment de l'extérieur de notre système solaire, qui aurait eu une voile, enfin voilà. Le problème avec Oumuamua, justement, c'est qu'il est reparti aussi vite qu'il est arrivé, donc c'est difficile d'aller plus loin dans les investigations. Et donc Avi Loeb, il cherche une autre piste, il cherche à creuser une autre piste. Et donc en 2014, il y a un astéroïde qui est tombé sur Terre, et des fragments ont échoué en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc jusque-là, rien de vraiment anormal. Sauf qu'en 2019, toujours cet astronome-là, Avi Loeb, s'est intéressé au sujet, et d'après ses calculs, cet astéroïde a une caractéristique intéressante, c'est qu'il ne vient pas du système solaire comme un météorite normal, mais comme Oumuamua, il viendrait il aurait parcouru l'univers d'une étoile à l'autre finalement. Mais il faut rappeler quand même que ce gars-là, Avi Loeb, c'est pas la peine 6 semaines non plus. Non, c'est un responsable de l'astronomie à l'université d'Harvard. Donc ce météorite aurait fait comme Oumuamua, là, c'est dont tu parlais, là? C'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu son dada à Avi Loeb, notre astronome, c'est qu'il adore les objets interstellaires. Et donc là, il a carrément monté une expédition pour aller récupérer les fragments. Et le résultat, comme souvent avec lui, ça a été assez retentissant. Témoin cet article de Géo, dont le titre est un tout petit peu racoleur, je cite: comment un chasseur d'aliens de Harvard, accusé de vol, pourrait se retrouver au cœur d'un conflit mondial. En effet. Voilà, donc ça c'est du titre. Donc si je cite l'article de Géo, ils disent: à la suite de la découverte de la zone exacte du crash, comme l'explique le Daily Mail, le chasseur d'OVNI et ses collègues ont organisé une expédition afin de récupérer des fragments de cette météorite, baptisée Interstellar Meteor 1, IM-1, à l'aide d'un bateau sur lequel se trouvait un puissant aimant. Donc en fait, il a dragué le fond de l'océan. C'est ça. Donc après avoir analysé les débris, Avi Loeb a assuré avoir trouvé des éléments de technologie extraterrestre, rien de moins, provenant d'une autre galaxie que celle du système solaire. Alors ça, je sais pas si c'est Avi Loeb qui l'a dit ou si c'est Géo, parce que notre galaxie, ça me paraît un peu bizarre. Bon. Il serait donc, selon lui, la preuve qu'un vaisseau d'origine alien est passé non loin de notre planète. Vraiment, mais c'est énorme, mais pourquoi cette histoire de vol? Ouais, alors c'est parce que l'histoire ne s'arrête pas là.
en fait, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée accuse Avilob et son équipe d'avoir contourné les procédures requises pour obtenir une autorisation valide, finalement, de faire des recherches. Et donc, cette découverte s'apparente à du vol, et surtout s'il est confirmé qu'ils ont une valeur scientifique. Or, si on tient là vraiment de la technologie alien, comme l'affirme Avilob, on imagine que l'enjeu est assez énorme. Donc, cette affaire est assez récente. Pour le moment, les officiers locaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée évoquent la possibilité d'inculper carrément Avilob au pénal. C'est chaud. Ouais, donc, je sais pas comment ça va se terminer, on verra. Bon, tu as beaucoup parlé des USA, mais ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en France, par exemple? Alors en France, la principale actualité, c'était l'organisation du colloque Kaipan 2 par le GEPAN à Toulouse, le 13 et 14 octobre 2022, auquel j'ai eu la chance d'assister, parce que le dernier, c'était en 2014, donc ça faisait un petit bout de temps. Ouais, alors justement, le Kaipan, on a fait un épisode exprès sur le cas qui avait été présenté par le GEPAN au Kaipan, parce qu'on se disait, mais pourquoi ils ont présenté ce cas-là, c'est bizarre, donc on avait fini par le présenter, mais ça vaut peut-être le coup de rappeler qu'est-ce que c'est le Kaipan. Alors Kaipan, c'est un acronyme qui veut dire collecte et analyse des informations sur les phénomènes aériens non identifiés. Et durant ces 2 journées, il y avait eu plus de 100 participants de 13 nationalités, donc des scientifiques, des experts techniques, des enquêteurs et des membres d'associations liées au domaine de l'ufologie, et qui ont tous présenté leurs travaux. Et donc cette deuxième édition portait sur 2 thématiques. Le premier, c'était sur les enquêtes, plutôt axé méthodo, et le deuxième thème, c'était sur les outils et les connaissances mises en œuvre. Alors, que retenir de ce colloque? En gros, il y a Gilles et Antoine y ont présenté leur hypothèse de vision optique, dont on a longuement parlé sur 2 épisodes. Voilà. Le GEPAN a présenté un cas inexpliqué, pour lequel l'enquête est terminée, donc un cas potentiellement un cas D. C'est une observation qui est restée très étrange et inexpliquée, donc comme la définition en cas D. En fait, c'est une observation réalisée en Bretagne en janvier 2020. Ce sont plusieurs rectangles rouges dans le ciel, à proximité de plusieurs sites militaires. Et voilà, donc il y a eu un article dans Ouest France récemment sur le sujet. Bon, peut-être qu'on en fera un épisode un de ces jours. Mais je crois que Antoine Cousin nous en avait parlé, et il avait raconté brièvement, mais il nous l'avait raconté un petit peu en... Quoi? C'est ça, mais en fait, en première. Il était sur l'enquête, il était en train de nous dire que pour l'instant, il n'a pas d'hypothèse viable. Effectivement, ça se confirme que je pense que ça va finir en KD. Bon, super. Donc à signaler, toujours sur le Kaipan, une intervention du responsable de la NASA en charge du programme dont on a parlé au début, qui est venu expliquer sa démarche et son approche. Il y a eu une intervention d'un universitaire allemand aussi, qui a fait une intervention intéressante, Hakan Kayal. En gros, lui, son idée, c'est de mettre en place un organisme comme le GEPAN dans son pays. Donc ensuite, on a eu Jacques Vallée, évidemment, personnalité mythique du milieu de l'ufologie. On va y revenir. Conseiller de Spielberg, c'est le film Rencontre troisième type, qui est intervenu pour évoquer son livre sur l'affaire Trinity. Je crois que Jeff, tu vas nous en parler plus tard. Bref, beaucoup de conférences et des approches très différentes, une grande diversité d'opinions, c'était vraiment très très passionnant. Et pour ceux que ça intéresse, la plupart des interventions sont sous forme vidéo sur le site du GEPAN. D'accord. On peut juste faire passer un message à Steven Spielberg, si jamais il nous écoute, on est disponible pour être conseiller pas scientifique, conseiller OVNI sur son film, et légende, pourquoi pas aussi. On est disponible. On continue, bien sûr, pendant qu'on parle et tout ça, on continue d'observer le ciel. À part un très beau ciel étoilé, il se passe pas grand chose, non. On n'aura pas notre cadet ce soir. Notre DJ pourtant est en train de surveiller, mais... Oui, on a notre DJ qui est dans un pré à côté, bien dans le noir, et qui doit nous alerter si jamais il y a quelque chose de bizarre. Mais il y a un très très beau ciel. Voilà, bon, c'est déjà ça de gagner. Donc on voulait aussi profiter d'être ensemble avec ChatGPT. N'oublions pas que ChatGPT est toujours branché, toujours dans le secteur. Les 5 ce soir, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Donc et Gros Quick, notre mascotte extraterrestre. Voilà. Qui a l'air dubitatif. Il est un peu, il attend les collègues et ils sont pas pressés de se manifester, visiblement. Donc, si vous voulez voir notre mascotte, bien sûr, vous pouvez la voir sur Twitter. J'imagine que tu as mis quelque chose. Sur Twitter, oui. Sur Facebook, je vais essayer. Sans garantie de résultat. Je vais essayer de le partager aussi, ça va être compliqué. Voilà. Et donc, on voulait profiter d'être réunis. Bon, là, la soirée est bien avancée. On va se faire le questionnaire de l'OVNI. Et alors, on s'est demandé
si on pouvait faire le questionnaire de l'OVNI aussi avec ChatGPT. Donc, on y va. Ce que je vous propose, c'est que, alors ce questionnaire de l'OVNI, bien sûr, c'est une manière aussi d'évoquer les ressentis de chacun face au phénomène, voilà. Donc, on va demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Jean-François, on avait enregistré le questionnaire de l'OVNI en ne sachant pas si tu pourrais venir ou pas, donc on va réécouter ce que tu as dit. Oui, d'accord. Et ensemble, après, on va commenter tout ça, et ça va ouvrir la discussion sur les différents sujets qu'on va aborder. Très bien. Allons-y, messieurs, dames. Donc la première question du fameux questionnaire de l'OVNI qui est devenu célèbre maintenant, je n'en doute pas, c'est est-ce que tu as déjà vu un OVNI? Quand même, c'est pas la question la plus fouillée, mais moi je trouve que c'est une des plus intéressantes, parce que mine de rien, il n'y a pas tant de personnes que ça qui en ont vu des OVNIs dans nos invités. Donc on va demander à ChatGPT. ChatGPT, est-ce que tu as déjà vu un OVNI? En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de voir ou d'expérimenter des phénomènes de manière directe. Je ne possède pas de sens visuel ou d'expérience personnelle. C'est facile. Je peux cependant partager des informations sur les observations d'OVNI rapportées par d'autres personnes. Les OVNI sont souvent associés à des observations de phénomènes aériens inexpliqués, mais il est important de noter que la plupart des observations peuvent être expliquées par des phénomènes naturels, des erreurs d'interprétation ou des canulars. Voilà, donc bon, on va pas faire la révolution avec ça. ChatGPT n'a pas d'avis là-dessus. Et toi, Jean-François, je t'ai posé la question. Est-ce que toi, tu as déjà vu un OVNI? La réponse est non, je dois dire. Pourtant, avec le télescope, depuis que je suis gamin, j'ai passé quelques paquets de nuits à regarder les étoiles. Quelquefois, j'ai vu des choses que je croyais être bizarres, mais non, c'était des satellites. Dans le questionnaire de l'OVNI, t'as répondu que t'en avais pas vu, mais t'as failli en voir, et t'as failli en voir beaucoup pour le coup. Ah oui. Alors vas-y, raconte-nous ta loose. Je tiens à vous raconter ce soir à tous les auditeurs la fois où j'ai failli voir l'OVNI. Je m'étais posé à Santiago du Chili après 14h30 de vol, donc avec le décalage horaire, j'étais fatigué. Et je me suis endormi bien comme il faut. Et c'est comme ça que le lendemain matin, enfin milieu d'après-midi, le temps que je me réveille, sur toutes les télévisions chiliennes de Santiago, j'ai appris que pendant la nuit, c'est-à-dire au moment où je me suis endormi, il était sorti de au-dessus de la cordillère, parce qu'il faut savoir que Santiago du Chili est collé contre la cordillère des Andes, pour ceux qui connaissent pas. Mais 15, 20, 25 boules lumineuses qui étaient apparues, qui venaient de la cordillère, qui se sont arrêtées au-dessus du ciel de Santiago et qui se sont mis à faire des ronds, à faire des tours, des loopings, des virages. Ce qui fait qu'une partie de la population de Santiago, et beaucoup de monde, ont vu ça. Et quelques jours après, le gouvernement chilien a dit que en fait c'était une escadrille d'avions qui avait fait des manœuvres au-dessus du ciel de Santiago, circuler, il y a rien à voir. Mais donc voilà le fameux moment où j'ai failli voir. T'as bien dormi par contre. Mais j'ai très bien dormi. Voilà. Bon, et nous, Julien, il faut qu'on réponde aussi à ça. Ouais, donc, non. Moi, je pensais que ce soir, ça serait, je sais pas, on avait tellement mis sur cette soirée misée. Avec la musique, les lumières et tout ça, et en fait, bon, pour l'instant non. Si avec ça ils répondent pas, ça a douté de tout. Et même la vache, en fait, on a vu une vache morte. On peut pas garantir. Encore, on l'a même pas vue. Et c'est vrai qu'on l'a même pas vue. Donc voilà, on avait fait à l'époque de la vache, on avait fait un peu ce qu'on est en train de faire ce soir avec des copains, puisque si vous vous rappelez un petit peu on avait brossé un peu le contexte avec des copains du village, et il se trouve que à l'époque de la vache, tout le monde voyait des ovnis partout, et donc on avait des appels de personnes qui voyaient des ovnis, et on avait décidé nous aussi de nous poster dans certains endroits. On amenait à l'époque un dictaphone et un appareil photo. Et c'était un peu comme ce soir qu'on a vu des étoiles.
On a passé des bonnes soirées avec les copains, c'était toujours ça de prix, mais on n'a pas vu d'OVNI, donc voilà, nous non plus, on n'a jamais vu d'OVNI. Tu te rappelles du voisin qui nous disait qu'il voyait des extraterrestres quasiment tous les soirs, qui nous avait appelé un soir en disant venez voir, ils sont là. Oui, c'est ce qu'on avait raconté, c'était des avions. C'est ça. Bon, après voilà. Encore une fois, les contextes, les machins, l'emballement général a fait que... déception. Voilà, déception. Donc, on va passer à la deuxième question du questionnaire de l'OVNI. Un livre à nous conseiller pour lire cet été là à la plage, qui parle d'OVNI bien sûr. Hein. Nous c'est notre truc. Et voilà la réponse de ChatGPT. Un livre intéressant sur le phénomène des ovnis que je recommandais, OVNI, des généraux, pilotes et officiels parle de Leslie Kean. Ce livre explore le phénomène des ovnis à travers les témoignages de généraux, de pilotes et de responsables gouvernementaux du monde entier. L'auteur examine des événements spécifiques liés aux ovnis, présente des preuves tangibles et discute des enquêtes officielles menées par des gouvernements. Un autre livre populaire est « L'expérience OVNI, une enquête scientifique par le Dr J. Allen Hynek ». Hynek était un astronome américain qui a travaillé comme consultant scientifique pour le projet Blue Book de l'US Air Force, chargé d'enquêter sur les ovnis. Dans ce livre, Hynek explore sa propre transformation d'un sceptique à un enquêteur sérieux du phénomène des ovnis, tout en offrant une perspective scientifique sur le sujet. Un autre ouvrage intéressant est OVNI et sécurité nationale, la chronologie d'un mensonge 1941 à 1973 de Richard M. Dolan. Ce livre plonge dans l'histoire de l'interaction entre les ovnis et le gouvernement américain, en examinant les preuves documentaires et les politiques de secret entourant le sujet. Ces livres offrent une perspective approfondie sur le phénomène des ovnis, en présentant des preuves, des témoignages et des analyses scientifiques. J'avoue que sur les 3 livres cités par ChatGPT, je n'ai lu et je ne connais que le livre de Leslie Kean. Bon, Hynek je connais bien sûr, mais je crois que j'ai jamais rien lu de Hynek, ce qui est peut-être une faute, parce que c'est quand même, s'il y a un gars qui est connu dans le monde de l'ufologie, c'est Hynek, et je sais pas du tout. Mais en tout cas, je profite du fait qu'elle ait parlé de Leslie Kean. Alors j'ai le livre ici avec moi pour vous en parler, parce que Leslie Kean, en fait, ce qu'il a décidé d'écrire son bouquin et ce qui a été le déclencheur, c'est le rapport Cometa. Tu peux peut-être nous en dire 2 mots du rapport Cometa? Le rapport Cometa, ouais, c'est le rapport qui a été remis à l'époque à Jacques Chirac et Lionel Jospin en tant que président et Premier ministre. En gros, c'était pour les sensibiliser au problème des phénomènes aériens non identifiés et sur ce à quoi un gouvernement finalement devrait se préparer en fonction de ce qui était observé et ce à quoi il fallait s'attendre. Alors dans le livre de Leslie Kean, il y a des trucs moi qui m'ont quand même un peu scotché. Il y a des trucs vraiment incroyables. Déjà bon, j'aime bien la manière dont elle parle des ovnis, tu vois, et quand elle parle des gens qui ont vécu des choses, elle dit ça, alors je vais la citer là, elle dit à un niveau personnel, donc elle parle d'individus qui ont observé des ovnis, donc c'est toujours des gens, tu vois, qui ont été soit dans l'armée, des généraux, soit en responsabilité, enfin voilà, c'est des gens qui sont censés avoir une parole qui pèse un petit peu. Et elle dit, à un niveau personnel, chacun d'eux a été transformé d'une manière ou d'une autre, parfois radicalement, par cette interaction avec l'impossible. Et j'aime bien, parce que je trouve que, enfin nous, c'est ce qui nous motive un peu dans les histoires qu'on raconte, c'est le moment où ça bascule. Où t'es là, t'es en train de faire un podcast au fond des bois, et d'un seul coup, il y a un truc qui se passe, et là tu comprends plus rien. Ou alors t'es en voiture, etc., et puis là il se passe un truc de fou. Donc il est préfacé. Alors Leslie Kean, elle était journaliste. Je crois que elle a eu des articles dans le New York Times et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a pignon sur rue. Et au début de son livre, et Jeff, je vais te le prêter parce que tu m'as dit que tu l'avais pas lu. Tu me diras ce que t'en penses. Oui. Au début de son livre, elle pose 5 postulats à la fin de son introduction. Je vais vous les dire parce que c'est quand même pas inintéressant. Elle dit voilà, ces 5 points sont entièrement évalués et illustrés par des éléments de preuve à travers tout le volume. Donc, le premier point. Il existe dans nos cieux, à travers le monde, un phénomène physique consistant qui semble être sous contrôle intelligent
et est capable de vitesse, de manœuvre et de luminosité allant au-delà de la technologie actuellement connue. Le deuxième point, les incursions d'OVNI, survenant souvent dans un espace aérien soumis à autorisation, peuvent constituer des risques et soulever des questions de sécurité aérienne, même si les objets ne se sont pas comportés de manière ouvertement hostile. Troisième point, le gouvernement américain ignore systématiquement les OVNI, et lorsqu'on le presse de réagir, fournit de fausses explications. Son indifférence et ou ses dénégations sont irresponsables, dénuées de respect pour des témoins crédibles, souvent experts et sont potentiellement dangereuses. Elle y va quand même. Hein. Quatrième point, l'hypothèse selon laquelle les ovnis sont d'origine extraterrestre ou interdimensionnelle est rationnelle et doit être prise en compte au vu des données dont nous disposons. Cependant, la véritable nature et l'origine des ovnis n'ont pu être encore déterminées et restent inconnues. Et enfin, cinquième point, compte tenu de leurs implications éventuelles, les indices réclament une investigation scientifique systématique impliquant le soutien du gouvernement américain ainsi qu'une coopération internationale. Et elle termine en disant « Je pense qu'après avoir lu ce livre, le lecteur averti acceptera, ou du moins admettra comme plausible, ces 5 propositions aussi remarquables et même inconcevables qu'elles aient pu sembler être au départ. » Voilà, donc, je veux dire, elle s'engage. Ouais. Elle s'engage. Alors après, moi, ce qui me fait bizarre après, tu vois, c'est pour aller au bout des choses, c'est que Leslie Kean, moi j'ai lu son bouquin et ça semble carré, ça semble vraiment bien. Sauf que je sais plus quand, putain, je l'ai vu dans une émission sur la vie après la mort et tout, et je me dis, il y a plein de gens comme ça. Au début, tu te dis waouh, beaucoup de journalistes bizarrement. Où les gars, bon, tu vois, font un boulot qui semble sérieux, etc. Puis d'un seul coup, tu découvres que ils sont dans tous les trucs mystiques et tout. Où en fait, eh ben, ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas un biais déjà à la base, c'est qu'ils sont en quête de spiritualité. Tu vois, ils sont en quête de quelque chose parce que, enfin voilà, autrement, ben, je sais pas, tu fais un livre sur les ovnis sérieux, t'as une approche scientifique, t'as une approche rigoureuse. Bon, t'es pas obligé d'aller chercher le fantastique partout, quoi. Donc je sais pas. En tout cas, le livre est super. Moi, je le conseille. Donc, Leslie Kean, OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels parlent. Enfin, franchement, c'est un livre qui bouscule. Ouais. Ben, je regarderai ça, je vais étudier ça. On en reparlera. Ouais. C'est vrai aussi pour ce que tu dis là, c'est vrai aussi pour justement David Grush, là, le lanceur d'alerte. Jeff, tu disais, au moment où tu as enregistré l'interview, là, tu disais peut-être qu'on apprendra plus tard qu'il est dans des milieux un peu bizarres, machin. Effectivement, depuis, on a vu, oui, effectivement, qu'il fréquentait des milieux un peu bizarres alors je sais plus si c'est des chasseurs de fantômes, de Yeti, ou je sais plus trop quoi. Enfin, des trucs. Et voilà. Et bon, alors pour autant il est peut-être sincère, pour autant il est peut-être, mais voilà, c'est quand même, ça donne une idée du personnage quand même. Ouais. Ben, ils sont en quête de quelque chose de fantastique. Alors ils cherchent du merveilleux en fait quelque part. Et c'est dans les ovnis comme dans les chasseurs de fantômes, comme dans les Yeti, comme la vie après la mort. Et tu dis à un moment donné, je sais pas. Enfin voilà, c'est il y a peut-être un biais. Bon après voilà, ça n'empêche que le livre est super. Donc, alors c'est pour ça que moi je me permets aussi de conseiller un livre. J'ai vu un ovni de Xavier Passot. Ouais. L'approche scientifique de l'étude des ovnis. C'est-à-dire qu'en face à ce phénomène, on a deux choix. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça quand tu dis que tu t'intéresses aux ovnis. Bon, c'est rien, c'est que des gens qui ont bu, machin. Tu peux nier le phénomène ou tu peux l'étudier. La preuve, nous on voit là, on n'en voit pas. C'est nécessaire mais pas suffisant. Non voilà, donc du coup ça peut être c'est pour ça que le livre là de Xavier Passot explique bien là ce que c'est une approche scientifique de étudier un phénomène qui dont on va pas nier la réalité, mais on va étudier pour essayer de savoir ce que c'est. Bien sûr. Et je rajouterais à ce que tu dis, parce qu'on les a amenés aussi avec nous, parce que ça c'est un peu un des déclencheurs qui a fait notre intérêt pour l'ufologie. Quand on était petit, on lisait les BD de Gigi et Loeb. Vraiment, enfin, c'est formidable. Ouais, c'est bon, génial. Après, moi, le seul problème, c'est que j'avais tendance à tout prendre pour argent comptant, et quand je relis des fois, je me dis, putain, ils vont loin, les gars, quand même. Mais j'adore. Les dessins sont super flippants, des fois. Oui, ça fout limite la trouille. Et d'ailleurs, enfin, moi, quand j'étais petit, je demandais à ce qu'on m'achète des livres comme ça, et après, je dormais pas, donc on me disait, mais non, t'arrêtes. Mais j'aimais trop ça. Je me rappelle d'une BD avec Ricochet. Ricochet qui était un enquêteur qui était dans une Porsche, qui avait mais les BD faisaient un petit peu peur quand même quand on était gamin. Ouais. Et il y en avait une où en fait c'était des extraterrestres j'avais été un petit peu j'avais mal dormi après, ça m'avait inquiété. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant de se faire peur aussi. Ouais, exactement. Jeff, on t'a demandé aussi quel livre. Donc t'as parlé de Jacques Vallée.
Est-ce que tu as un livre également qui t'a marqué et que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent? Alors, j'en ai plusieurs, parce que j'adore les bouquins, j'adore écrire. Par exemple, pour rester dans l'actualité, j'ai acheté et j'ai lu le dernier livre de Monsieur Jacques Vallée, Trinity, qui est intéressant. Pour une fois de plus, on retombe dans cette ambiance dont j'ai parlé, de la Seconde Guerre mondiale, et surtout le fait que ça soit des jeunes Amérindiens du Mexique qui, du coup, ne voient peut-être pas la chose avec leurs yeux d'enfant, mais peut-être avec leur manière de penser d'Amérindiens, fait qu'ils n'ont peut-être pas vu la même chose qu'un blanc anglo-saxon aurait vu. J'insiste, moi, là-dessus. Et le fait notamment qu'il les voit à un moment se déplacer, ces petits bonhommes là, en fait ils flottent dans l'espace. Alors est-ce que c'est la manière dont les gamins l'ont vraiment raconté, ou est-ce que c'est la manière dont Jacques Vallée voulait le comprendre? Parce que si j'avais une question à poser à monsieur Jacques Vallée, on sait que... alors après, tout le monde a le droit d'évoluer dans ses opinions, et puis d'ailleurs c'est tout à son honneur. J'avais cru comprendre, mais j'ai peut-être fait un contresens. Le biais veut peut-être aussi qu'un certain nombre de ces bouquins ont été traduits en français, mais pas l'intégralité. Donc je peux avoir un biais d'analyse. Mais concrètement, à une époque, concernant le phénomène lumineux, dit OVNI, dit PAN, P-A-N pour le G-point, certains y voyaient ou certains y voient encore des soucoupes volantes qui viendraient d'autres planètes, et d'autres voyaient des phénomènes qui pourraient venir d'autres dimensions, ou du futur, voire du passé, ou quoi ou qu'est-ce. Et on sait que notamment dans cette post-Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, dans ces églises et contre-églises, on a vu arriver entre autres le mouvement de l'église de Satan avec Anton LaVey, qui était lui très dans ces concepts on pourrait appeler ça des anges, mais de personnes qui viennent d'autres dimensions et qui flottent. Comme par ailleurs, je suis très intéressé par le hard rock, parce que là, il faut parler de choses sérieuses. Les hard rockers des années 80 ont été pas mal influencés dans ces modes Los Angeles, un peu type New Age, pseudo-sataniste. Et il avait circulé quelques photos de monsieur Jacques Vallée, avec donc ce grand prêtre de l'église de Satan. Alors la question que je voudrais poser à monsieur Jacques Vallée, c'est: est-ce que c'est parce que depuis le départ, monsieur Vallée était intéressé par plutôt cette possibilité d'individus ou de choses, je sais pas comment on appelle ça, venant d'autres dimensions, qui s'est rapproché de l'église satanique, néo-templière, enfin tout ce qu'on veut, pour étudier ça et étudier leur point de vue? Ou est-ce que c'est l'inverse? Donc on a lu Trinity, nous aussi. Ouais. Effectivement, c'est un livre qu'on peut trouver étrange un peu. Après, Jacques Vallée vraiment est une autorité incontestée, ou peu contestée, ou je sais pas trop. Ben, là, en l'occurrence, il y a eu des gens du MUFON qui l'ont sévèrement attaqué sur ce livre. Ah oui. En gros, l'argument, c'est de dire, bon, que ça repose sur le témoignage de deux ados, quoi. Et d'il y a 50 ans. Donc, enfin, même plus maintenant. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait, des affirmations aussi extraordinaires nécessiteraient d'être plus étayées, quoi. Et c'est vrai que quand il avait annoncé son livre, je me rappelle, où il avait dit, on va amener des preuves matérielles quasiment, enfin. Et encore une fois, finalement, les preuves matérielles, on les a pas. Après, le livre est super intéressant à lire. Enfin, moi, c'est Roswell, le truc, hein. Je me régale toujours, moi, avec ça. Et puis, on retrouve l'ambiance dont parlait Jeff, quoi. Cette ambiance de guerre froide, d'influence, de machin. Oppenheimer, tout ça. Ouais, on sait pas trop. Ce qui m'a fait effectivement réfléchir, pour être cohérent avec ce dont je vous ai parlé sur l'interview, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les souvenirs d'enfants. Et oui, est-ce que des adultes auraient vu la même chose que ces enfants? Déjà, une. Deux, est-ce que un Européen élevé en Europe aurait eu la même vision que des jeunes Amérindiens? Donc c'est tout ça que je veux dire. Le fait que les personnages glissent en sortant, c'est pas tellement cohérent avec les images qu'on a.
Et c'est pour ça que j'avais levé cette affaire par hasard. Moi, le hard rock, ça mène à tout. Notamment, il faut savoir que dans les années 80, à Los Angeles, tous les groupes de hard rock se cherchaient une spiritualité. Donc je rebondis sur c'est vrai qu'on n'avait pas trop compris avec l'histoire d'Anton Lavey. On était avec déjà on savait pas trop qui c'était. Voilà. Alors si tu peux expliquer un peu qui c'est peut-être ce gars-là. Oui, parce que c'est pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur cette journaliste qui manifestement est en quête de spiritualité. Et c'était le cas pour ces groupes de rock et de hard rock comme de pas mal d'artistes. Et ils se sont rapprochés dans les années 80 d'un personnage assez curieux qui s'appelait Anton Lavey, qui était chef d'une secte sataniste. On va dire que c'était le Raël du coin, pas plus pas moins, mais qui était vraiment à la mode dans les années 80 dans le milieu rock, hard rock et compagnie. Et c'est par hasard que je me suis aperçu qu'il existait quelques photos de Jacques Vallée avec Anton Lavey, sachant que les théories satanistes de Anton Lavey tenaient à dire que évidemment que le monde que nous voyons n'est qu'une partie de quelque chose invisible. Bon, ça c'est le fond de commerce de pas mal de sectes ou de religions, rien de neuf, mais que des choses qu'on voit pouvaient venir d'ailleurs. Et du coup, je me suis toujours demandé si le fait que ce qu'on a pris à une époque de la part de Jacques Vallée, comme le fait d'une hostilité à la théorie factuelle des ovnis type écrou et boulon, comme on disait chez les ufologues, même si ça pourrait être un biais du fait que ce n'est qu'une partie des bouquins de Jacques Vallée qui ont été traduits en français. Donc ça peut avoir faussé, on n'a pas tout lu de ce qu'il a écrit en américain, mais toujours est-il que c'était une théorie qui était aussi défendue par Anton Lavey, le fait de personnages changeant de dimension, d'esprit ou de démons changeant de dimension. Donc la question que je me suis toujours posée, et c'est ce que j'ai répondu dans votre questionnaire, c'est est-ce que les théories de Jacques Vallée sur les phénomènes lumineux venaient de son intérêt pour le merveilleux et de sa proximité avec les idées de Anton Lavey, ou inversement. Voilà, encore une fois, j'affirme rien, et je répète et je redis et j'insiste. Vous pouvez m'obtenir mon bouquin dédicacé par Jacques Vallée, moi je serais tout à fait open, super fier. Ou si on pouvait l'avoir comme invité au podcast, ce serait bien aussi. Il faudrait qu'on arrive à l'avoir, ça serait top. Parce que bon, c'est quand même un personnage, tu vois, enfin ça fait partie des je parlais de Heineck tout à l'heure. Heineck, Vallée, tu vois, c'est le personnage, c'est le français de Rencontre du troisième type. Je l'ai mis sur mon petit Facebook avant de venir vous voir tout à l'heure. Le clin d'œil, pour moi, il est évident. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc voilà, écoutez, voilà, des idées de livres. On essaiera de vous mettre tout ça dans la description du podcast, peut-être, parce que on a quelques mails de personnes qui nous demandent des lectures. Donc on essaiera de vous mettre ça. Et tout à l'heure, tu nous parlais de la perception de Jacques Vallée par rapport aux gamins indiens. Et il se trouve que toi, tu as une connaissance quand même assez fine de certaines populations indiennes d'Amérique du Sud. Oui. Et tu m'as raconté justement que on a vu certaines images de volcans dans lesquels rentraient des ovnis. Et tu m'as dit que ils avaient un nom pour ça. Oui. Donc c'est un phénomène qu'ils ont identifié. Oui, c'est-à-dire que dans les légendes, exactement de la même manière que chez nous en Périgord, on va parler de chasse volante, on va parler de les Bérous, on va parler de Dame Blanche. Ils ont tout un tas d'appellations pour des légendes, et notamment pour eux, il existe des esprits, on va appeler ça comme ça, qui quand les volcans, quand la terre tremble ou quand les volcans sont en éruption, ce qui n'est pas rare dans la cordillère des Andes, donc ils vivent avec ça. Ils disent que souvent les esprits sortent des volcans, dansent autour des cônes de fumée ou replongent dans les volcans. Pendant très longtemps, on a dit que tout ça c'était des inventions de folklore, d'inventions de peuples un peu arriérés. Et puis aujourd'hui, on a des images dans le cadre d'éruptions assez fortes, de phénomènes lumineux qui tournent autour des cônes
d'expulsion de matière volcanique des volcans. Et alors, les scientifiques émettent la preuve que c'est des choses liées à la tectonique, au tremblement de terre, mais c'est bien la preuve que ces anciens Indiens Mapuches ont vu des phénomènes lumineux qui les avaient inquiétés. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, pour en revenir à Jacques Vallée, je me rappelle très bien en Caipan 2014, qu'il avait raconté une anecdote justement en disant, pour expliquer pourquoi il fallait étudier le phénomène OVNI, en disant que justement pendant des siècles, des gens disaient voir des pierres tomber du ciel et que tout le monde les prenait pour des alcooliques, des machins, des gens qui sont des arriérés, des débiles. Et il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on fasse le lien avec finalement les météorites et qu'on se dise finalement mince, en fait le fait de pas avoir étudié les paroles de ces gens-là, on a pris du retard sur l'explication scientifique. Voilà. Et c'est exactement l'exemple que Jeff a pris en parlant des aérolithes, et en disant qu'on le niait au départ, parce que comme de fait des théories et des croyances religieuses des gens qui étaient en place et qui étaient ou du moins qui se pensaient à la pointe de la réflexion de l'époque, comme dans le ciel il y avait que Dieu, il y avait pas de cailloux, donc on niait le fait qu'il y ait des cailloux qui tombent et on prenait les gens qui affirmaient ça pour des sous-développés. Voilà, pour des débiles. On va passer à la question suivante. Quel film regarder sur les ovnis? Donc voici les conseils de ChatGPT. Voici quelques exemples de films qui traitent de ce sujet. Rencontre du troisième type, 1977, réalisé par Steven Spielberg. Ce film suit l'histoire d'un homme obsédé par une rencontre rapprochée avec des ovnis et son voyage pour comprendre le message qui leur est envoyé. Indépendance Day, 1996, un classique du genre, ce film de Roland Emmerich présente une invasion extraterrestre massive et la lutte de l'humanité pour sa survie. Surtout les Américains. District 9, 2009, un film de science-fiction réalisé par Neil Blomkamp. Il se déroule dans un futur proche où des extraterrestres sont forcés de vivre dans des camps de réfugiés sur Terre. The Fourth Kind, 2009, ce film combine des scènes dramatiques et des séquences pseudo-documentaires pour raconter l'histoire d'enlèvements extraterrestres dans une petite ville de l'Alaska. UFO, 2018, un film de science-fiction britannique réalisé par Ryan Eslinger. Il suit un enquêteur du gouvernement américain qui tente de résoudre le mystère des ovnis. Ces films offrent différents points de vue sur le phénomène ovni, allant des rencontres amicales aux invasions extraterrestres. Ils peuvent être intéressants pour les amateurs de science-fiction et de mystères extraterrestres. C'est pas si mal comme sélection parce qu'effectivement il y a différents points de vue. J'aurais rajouté Premier Contact. Moi je suis d'accord parce que vraiment super film. C'est plus un film de manque de. Oui, avec le réalisateur canadien, c'est ça? Ouais. Et là, ces espèces de gros œufs là qui sont en lévitation où ils cherchent à communiquer. Oui. C'est plus un film sur la linguistique finalement que sur la science-fiction, mais c'est génial. Mais je suis d'accord avec vous les gars. C'est peut-être un des films récents que j'ai préféré. Ouais, moi aussi. Ouais. Ça fait réfléchir. Et puis il y a toujours cette notion d'altérité. Et l'incompréhension. Tu m'avais offert une BD aussi. Alors j'ai plus le nom en tête là. C'était une BD assez rigolote où c'est des extraterrestres qui arrivent sur la Terre. Et puis t'as les mecs au bistrot, ils sont racistes. Ils supportent pas, tu vois. Et en fait, ils apprennent à se connaître. Après, ça va mieux. Mais c'est ça quoi. C'est l'altérité. C'est Reagan qui disait, je crois, que si un jour on découvrait qu'il y a une vie extraterrestre, que les mecs sont belliqueux, d'un seul coup, toutes nos différences s'effaceraient. Pourquoi il a dit ça, je sais pas, dans le contexte. Tout le monde s'est posé la question en disant ça. Truc intelligent, c'est ça? Non, ça non quand même pas, mais il est en train de nous révéler justement, il est en train de nous révéler un truc comme ça, l'air de rien. Mais bon, je pense que non, c'était juste un truc comme ça. Bon. Toi, Jeff, tu nous as dit la soupe aux choux. Maintenant, je vais te demander un film que tu pourrais conseiller aux auditeurs à regarder cet été, les doigts de pied en éventail. Pour moi, le meilleur film sur les ovnis, mais je vais développer un petit peu, si vous voulez bien tous les deux, Julien et Philippe, que je conseille et je reconseille, le meilleur film sur les ovnis de tous les temps, c'est La soupe aux choux. Je suis tout à fait sérieux. Pourquoi ?
Parce qu'un film, la manière dont il est écrit, dont il est monté, en dit beaucoup sur la manière dont on voit l'autre. Je vous rappelle que chez nos suzerains anglo-saxons, eh bien, depuis qu'on parle du phénomène OVNI, il suffit de voir la première série, on va dire, avec David Vincent, pour voir la paranoïa dans laquelle baigne. J'adore cette série, hein, que ça soit bien clair, je l'ai regardée. Mais les envahisseurs, ils sont partout, ils sont derrière. Alors, on a bien compris à l'époque dans quelle, une fois de plus, atmosphère on baignait. J'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas revenir là-dessus. L'extraterrestre, dans le monde anglo-saxon, il vient, il attaque, il s'infiltre, il détruit. Bien évidemment, on lui résiste le 4 juillet, Independence Day. Mais quel... Bref, il faudra attendre E.T. pour voir, à l'inverse, un truc mignon qui du coup a bien marché. Chez les Français, d'entrée, un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'étendra pas sur la manière dont De Funès et Carmé ont trouvé la technique pour faire venir les ovnis, mais chez les Français, quand l'étranger arrive, eh bien, il descend, il range la soucoupe dans la grange, et il vient manger et boire un coup. Ça en dit long sur notre société, dont on n'a pas à avoir honte. Ça en dit long comment est vu l'autre. Parce que l'extraterrestre, il est paumé, il débarque, bah écoute, rentre, assieds-toi, viens manger. Et ça dit tout. Parce que je pense que ça démontre encore une fois que ce qu'on voit, ou qu'on croit voir, et qu'on ne comprend pas, on ne l'analyse que suivant comment on est construit. On comprend bien ce qui t'a plu dans la soupe aux choux. Moi, ce que je suis en train de me dire, c'est quand même qu'on n'a pas tenté leur approche à eux pour attirer les ovnis, à Carmé et à Louis de Funès dans le film. On pourrait essayer maintenant, mais bon, en même temps, c'est sonore. Ça pourrait porter tort. La radio, c'est bien. Ça pourrait porter tort à la crédibilité du podcast. Ouais. Mais non, mais c'était pour être cohérent avec ce que j'essayais de présenter avec vous. C'est-à-dire que l'immense majorité des films des Américains sont dans cette lecture paranoïaque de quelqu'un d'agressif, de quelqu'un qui vient attaquer, de quelqu'un qui vient envahir. Et le premier, je l'ai dit, j'étais le premier gamin à être fan des envahisseurs avec Roy Thines. C'est drôle. Ça me faisait peur, mais j'adorais ça. Mais quand on regarde ça maintenant, on se dit, mais effectivement, mais ils sont complètement parano, quoi. Et l'immense majorité des films, d'ailleurs, ChatGPT, 3 films sur 4, c'est des films d'agression, d'attaque. Or, le film français, typique français, et je vais même dire exprès de dire franchouillard. Un peu l'épée pour attirer les... Mais l'extraterrestre n'est pas vu comme un ennemi qui vient tout casser. Non, on va pas détruire Paris à coups de rayons laser, on va pas prendre la forme des... Non, il arrive, il se pose, il range la soucoupe, je l'ai dit, je vais pas répéter, dans la grange, et il vient à table, et il vient manger la soupe. Et il les sauve à la fin. Il sauve les deux papis, là. Et il les sauve. La société n'en veut plus et tout, et ben, venez avec... Il était triste, ce film. Oui, il était triste, oui, mais il les embarque. En fait, il les amène avec lui. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'encore une fois, tout dépend de la vision. Et ça prouve bien que, ces phénomènes, dépendent de la vision qu'on en a. Tout à fait. Voilà. Alors que j'ai l'impression qu'il y a un bal qui vient de commencer dans un village autour, là, je sais pas, on entend un peu la musique de loin. Il y a tout qui remonte en fait sur ce point haut là, et tous les sons. En juillet en Dordogne, il y a des bals, il y a des fêtes un peu partout. Après voilà, ça fait partie. C'est ça qu'on entend tout ici. Alors ensuite, on va passer à la nouvelle question qu'on a posée. Alors là, les réponses vont s'étoffer un peu, mais ça vaut le coup quand même d'écouter parce que c'est marrant de voir comment ChatGPT répond à tout ça. Donc, à ton avis, existe-t-il une vie dans l'univers ? En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de croyance ou d'opinion personnelle. Cependant, permettez-moi de vous donner une perspective basée sur les connaissances scientifiques actuelles. L'univers est immense, contenant des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. Avec une telle vaste étendue, il est très probable que la vie puisse exister ailleurs dans l'univers.
L'existence de la vie sur Terre montre que les conditions nécessaires à la vie, comme la présence d'eau liquide et de composés chimiques essentiels, peuvent se rencontrer dans des environnements appropriés. Des planètes similaires à la Terre, appelées exoplanètes, ont été découvertes dans des zones habitables autour d'autres étoiles, ce qui renforce la possibilité d'une vie extraterrestre. Cependant, malgré les avancées technologiques et les efforts de recherche, nous n'avons pas encore détecté de preuves concluantes de vie extraterrestre. La recherche de signes de vie dans l'univers est un domaine actif de l'astronomie et de l'astrobiologie, avec des missions d'exploration planétaire et des études des atmosphères des exoplanètes. Il est donc difficile de conclure de manière définitive sur l'existence de la vie dans l'univers en dehors de la Terre. Cependant, compte tenu de l'immensité de l'univers et des conditions favorables à la vie que nous connaissons, il est probable que nous ne soyons pas seuls. Ce que je trouve intéressant là, avec ce qu'amène le chat GPT, c'est moi c'est la première fois que je demande de commenter, mais c'est très très robinet d'eau tiède quand même, les réponses du chat. Il est programmé GPT. pour ça. Il est programmé pour être plus ou moins woke, plus ou moins pour pas être extrême dans quoi que ce soit. Pendant qu'on était en train de parler là, il y a un gros point lumineux qui apparaît au-dessus de nous. Mais qui va vraiment très lentement. Pour l'analyse, dis-moi quelle heure il est. Minuit pile. Il est minuit. Il est minuit pile. Et là, en levant la tête, effectivement, on voit un ça va d'une direction, on va dire nord-ouest, sud-est. Ah mais ça, c'est cool. C'était il y a 1h30 qu'on a vu la station spatiale. Elle fait le tour du monde de 1h30. Donc c'est elle qui revient. C'est le plus probable. Ah ben, elle brille vachement plus que tout à l'heure. Ouais, bah oui. La trajectoire est pas toujours la même. Ah, mais comme t'as dit, mais combien de temps 1h30. Donc ça doit être à peu près ça, non? Bon bah voilà. Ça va plus vite qu'une mobilette. Ouais. Minuit, 11h30, ouais, c'est à peu près ça. Ah mais alors là, elle brille vachement. Hein. Ouais, je pense que c'est la même chose. Notre explication là. On va vérifier. Elle va à la même vitesse que tout à l'heure à peu près. Donc on va passer à une nouvelle question. Ouais. Comment va-t-on découvrir la vie extraterrestre ? La découverte d'une vie extraterrestre serait un événement d'une importance capitale et aurait un impact significatif sur notre société à de nombreux niveaux. Voici quelques changements majeurs qui pourraient se produire. Choc initial. La nouvelle de la découverte d'une vie extraterrestre provoquerait probablement un choc initial à l'échelle mondiale. Les gens seraient surpris et fascinés par cette révélation et il faudrait du temps pour assimiler cette information. Réévaluation des croyances. La découverte de formes de vie extraterrestres pourrait remettre en question les croyances religieuses, philosophiques et scientifiques établies. Les conceptions sur notre place dans l'univers, sur l'origine de la vie et sur la possibilité d'autres formes de vie intelligentes seraient remises en question. Unification mondiale. La prise de conscience de l'existence de vie extraterrestre pourrait avoir un effet unificateur sur l'humanité. Les divisions nationales, politiques et religieuses pourraient sembler insignifiantes face à la découverte d'une civilisation extraterrestre. Cela pourrait conduire à une plus grande coopération mondiale pour faire face aux défis et opportunités que cela représente. Développement scientifique. La découverte de la vie extraterrestre ouvrirait de nouvelles perspectives scientifiques. Les chercheurs s'efforceraient de mieux comprendre ces formes de vie, leur origine, leur évolution et leur fonctionnement. Cela pourrait stimuler les avancées technologiques dans de nombreux domaines, tels que l'astronomie, la biologie, la physique et la communication. Nouveaux horizons économiques. La découverte de formes de vie extraterrestres pourrait également avoir un impact économique majeur. Les entreprises privées et les gouvernements pourraient investir massivement dans la recherche spatiale, l'exploitation minière des astéroïdes, la technologie de voyage interstellaire, le tourisme spatial, etc. Cela créerait de nouvelles industries et de nouvelles opportunités commerciales. Changement de perspective sur la vie. La découverte de la vie extraterrestre pourrait également provoquer un changement fondamental dans la perspective de l'humanité sur la vie en général. Nous réaliserions que la vie n'est pas limitée à notre planète et que l'univers est probablement rempli de formes de vie diverses.
Cela pourrait avoir un impact profond sur notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'espèce et sur notre place dans l'univers. Questions éthiques et sociales. La vie extraterrestre soulèverait des questions éthiques et sociales complexes. Comment devrions-nous interagir avec ces formes de vie ? Comment devrions-nous partager les ressources et l'information ? Comment éviter les conflits potentiels ? Ces questions nécessiteraient une réflexion approfondie et des débats au niveau mondial. Il est important de noter que ces scénarios sont des spéculations et que la réaction réelle de la société à une telle découverte dépendrait de nombreux facteurs, notamment la nature de la vie extraterrestre, la manière dont l'information est communiquée et la manière dont les dirigeants mondiaux gèrent la situation. Si on découvrait ça, ça y est, on découvre une autre vie ailleurs, qu'est-ce que ça change pour nous sur la Terre ? Je pense que ceux qui imaginent que ça pourrait être un bouleversement pour la population, d'abord pensent à la place de la population, de quel droit, et ensuite que eux, ça les remette en question à la place qu'ils sont, ça les regarde. Pour les gens de base qui est une première structure ou potentiellement dans un futur lointain une nouvelle structure qui décide ou qui organise, je pense pas que ça change grand-chose, sans aller dans des délires d'extraterrestres qui viennent débarquer. La possibilité qu'il y ait un début de vie même microbienne du côté de la Lune Europe autour de Jupiter, dans cette possible océan souterrain ou sur Encelade, la Lune de Saturne, peut-être sur Titan, même si manifestement il fait bien froid du côté de Saturne, ça serait déjà remarquable intellectuellement parlant, et c'est pourquoi je me dis il pourrait être utile de ne pas laisser la manière à certains organismes l'idée de venir nous expliquer ce qu'il faut comprendre. C'est ça, j'insiste beaucoup. Par exemple, j'entends bien que il faut des scientifiques, évidemment, j'ai rien contre. Mais pourquoi, par exemple, au GEPAN, comme ailleurs, pourquoi il y aurait pas dans ce groupe il y aurait pas des artistes ? Pourquoi il y aurait pas un poète ? Pourquoi il y aurait pas un musicien qui viendrait donner son point de vue ? Parce que qu'est-ce qui vous dit que ces bestioles, si elles existent un jour, elles sont pas artistes ? Oui, on n'en sait bien rien. Après, c'est rien du tout. Voilà, effectivement, pour l'instant, on a l'impression que c'est par la science qu'on va découvrir tout ça, alors que ça se trouve on se plante complètement. Et c'est ça qui est super, c'est que tout le champ des possibles est ouvert, quoi. Et voilà. Et en tout cas, bon, pour la réaction des gens face à la découverte d'une vie extraterrestre. Effectivement, ce que je te disais, je pense que si c'est une forme de vie microbienne et tout ça, ça viendra se poser tout seul. Ça remettra rien en cause. Même l'Église s'est déjà préparée. Je crois qu'ils ont dit que si un jour on trouve une autre forme de vie, ça remettrait absolument pas l'existence de Dieu en cause. Donc je pense que business as usual. Pour faire un petit peu d'humour, avant de finir, parce que je pense que j'ai été un petit peu trop sérieux. C'est pas mon style, trop longtemps. Quand on met une pensée émue, imaginons des extraterrestres, quel que soit à quoi ils ressemblent, la manière dont ils pensent, et qui sont plus ou moins tranquilles ou plus ou moins peinards. Imaginons l'inverse. Le jour où ils se retrouvent en contact avec nous, et il y aura bien des gens de chez nous pour venir leur expliquer, mon gars, il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des riches, à partir de maintenant, il va falloir payer, va falloir qu'ils aient de l'humour. À l'inverse, il va falloir qu'ils aient beaucoup d'humour, ces pauvres extraterrestres, le jour où ils vont être en contact avec les classes dirigeantes de la planète Terre. Tu as réussi à remettre de l'humour, là. À la fin, on sait pas dans quel sens, si c'est l'humour ou du cynisme, mais en tout cas, voilà. Alors ça, c'est rigolo, parce que là, pour le coup, ChatGPT nous décompose le truc, alors vraiment, c'est impressionnant. Avec un choc initial, hein, donc le monde entier est choqué. Ensuite, une réévaluation des croyances, l'unification mondiale, là quand même, ouais, bon. C'est audacieux. Et ce qui est rigolo, c'est développement scientifique, nouveaux horizons économiques et changement de perspective de la vie et questions éthiques et sociales. En fait, grosso modo, elle n'a pas oublié l'aspect économique, ChatGPT, quoi, tu vois. Oui. C'est rigolo parce que tu découvres une vie, donc, telle que c'est envisagé par l'intelligence artificielle, c'est une vie intelligente, construite, enfin tout. Enfin, quand tu vois qu'il y a un choc initial, tu as du mal à imaginer que ce soit avec des microbes qu'il y a un choc initial. Bon,
Et de suite, on pense à quoi? Comment on va pouvoir faire du business? Oui, c'est là que, en fin de compte, peut-être que ce choc avec l'éventuelle rencontre d'une vie extraterrestre aurait tendance à nous démontrer que ChatGPT peut être un problème. Ouais. Pas la rencontre avec la vie extraterrestre, mais le ChatGPT tel qu'il est construit. Ouais. Là, je pense qu'on en a la preuve. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier quand même. Hein. Ça passe des questions éthiques et sociales à l'économie, à machin. Ouais. Enfin voilà. Donc toi, ta théorie, c'est que ça changerait rien, c'est ça? Oui. Moi, je pense que ça changerait pas grand-chose. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Tu es d'accord? Ouais. Ah, c'est intéressant parce que je sais plus trop ce que j'avais répondu en détail, j'ai pas envie de radoter, mais je pense que d'abord on nous le raconterait pas forcément tant que il y aurait pas une narration qui serait mise en place entre guillemets pour rassurer le troupeau, pour donner l'impression que ceux qui sont en place gèrent le truc. Et puis chaque fois qu'il y a eu des structures de pays attaquant d'autres pays, de peuples rencontrant d'autres peuples, il y a ceux qui prennent le contrôle et puis il y a ceux qui, pour garder le contrôle, collaborent. Donc je pense que au final, pour le bas peuple, ça changerait pas grand-chose. Là, t'es sur l'hypothèse d'extraterrestres qui arrivent sur Terre. Non, je parle de la preuve qu'on serait, qu'il y aurait quelque chose d'équivalent ou de vivant. Voilà, ils auraient besoin de mettre une narration autour de ça pour rassurer, et communiquer et dire on maîtrise. Ouais. Mais à mon avis, ça va pas se faire tout de suite. C'est-à-dire que j'ai entendu une conférence récemment d'un astronome qui disait que la révélation, elle serait statistique. C'est-à-dire qu'on va dire, sur telle planète, sur exoplanète, on a détecté de l'oxygène, du soufre, telle molécule qui font que on a 80% de certitude qu'il y a de la vie. Puis sur tel autre, 85, 90, 80, et puis on n'arrivera jamais vraiment à 100%. Non. Et que donc, finalement, ça laissera le temps à tout le monde de s'habituer, quoi. Et au bout d'un moment, tout le monde dira, c'est évident que vous pouvez pas être tout seul, c'est pas possible. Et ça laissera le temps à tout le monde, y compris à toutes les religions, de s'adapter, d'adapter le discours. Et qu'il y aura, je vois jamais de choc, à mon avis. Je crois qu'on dit la même chose. Voilà. Oui. Mais je crois qu'on est déjà dans ce chemin-là. Possible. Parce qu'on est on est passé il y a eu des biais d'observation en astronomie qui fait que dans un premier temps, quand on niait les exoplanètes, il y a encore 20 ans, dans les ciels et pas dans les ciels et l'espace. Avant de trouver ça une banalité absolue. Voilà. Et puis ensuite on a dit oui, mais attention, c'est que des Jupiter chauds, donc en fait là le type de Terre tel qu'on connaît, c'est extrêmement rare. Sauf qu'on s'aperçoit que plus on affine, on commence à en trouver, et qu'une fois de plus mathématiquement, l'inverse serait surprenant. Donc je partage ton analyse. Voilà. Je rappelle, en tant que modeste astronome amateur. Voilà. On arrive pas loin de la fin de ce podcast, de cette émission. On regarde, on scrute. Il est minuit passé maintenant. Hein. On est toujours dans le noir. Le ciel est très beau. Et ça fait 2h30 qu'on est là. Il s'est rien passé d'extraordinaire. On s'en doutait. On s'en doutait un petit peu quand même. Mais on trouve ça intéressant, comme ça, sur des épisodes un peu hors série, comme ça, pourquoi pas de refaire ça, de se mettre sous les étoiles en invitant un ou deux copains ou un ou deux invités qui ont envie de partager leur vision de ce phénomène avec nous. Et puis tant qu'à faire, autant le faire sous le ciel étoilé, vu qu'il fait beau. Oui. Non, mais on aura quand même vu passer une chauve-souris. On a été attaqué par un frelon. En jouant les notes de rencontre du troisième type, on a dû déranger les vaches qui sont de l'autre côté du bois. On a vu 2 fois l'ISS. On a vu 2 fois l'ISS, donc ça prouve que l'ISS existe. C'est vrai. Voilà, on a un ciel étoilé qui est magnifique. Ouais, c'est déjà ça. Et puis on est en lisière de bois, donc je pense qu'en haut des arbres, il va y avoir un lébérou qui nous attend. Qui va nous tomber dessus. Peut-être qu'on y aille, Voilà. Et puis, tout se passe pas trop mal dans le ciel du Périgord. Voilà. Tout est calme, donc voilà. Avant de nous quitter, on voulait saluer quelques auditeurs qui nous ont laissé des messages sympas
et qui font aussi des choses originales. Alors, j'ai une pensée particulière parce que moi j'essaye de mettre des choses sur le Facebook, mais je suis pas un grand expert des réseaux sociaux, assez loin de là. Donc et il y a des personnes qui nous laissent des messages sympas, et je pense à la personne qui écoute le podcast sur son tracteur. Alors lui particulièrement, j'ai vraiment une pensée pour lui parce que j'ai lu tellement d'histoires d'agriculteurs qui sont sur leur tracteur la nuit. Ouais, c'est vrai. Et qui dans les BD notamment. Et alors dans les BD notamment, j'ai même l'image d'un personnage assez barbu là, qui, dans son tracteur, il y a une boule lumineuse qui vient stationner au-dessus de lui. Ah mais c'est des voitures, ouais, là-bas. non mais à chaque fois ça fait un drôle d'effet. Et ouais, j'ai cette image donc de l'agriculteur barbu dans la BD là où il est en train de je sais pas moi de faire son travail, voilà, oui, avec son tracteur. Et il y a une grosse boule lumineuse qui vient stationner au-dessus du tracteur. Le tracteur s'éteint, je crois, et tout ça, et le gars a le temps de sortir du tracteur et de courir. Et quand l'objet commence à s'éloigner du tracteur, il revient vite dans son tracteur, qui redémarre, et il voit l'objet qui part à tout berzingue. Et il y a des histoires comme ça avec des tracteurs, il y en a un paquet. Donc il est courageux d'écouter les podcasts sur les ovnis en conduisant son tracteur. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Mais celui-là, il t'intéresserait. Quelqu'un qui nous a contacté, qui fait une émission sceptique. Oui. En Occitan, sur une radio à Toulouse, et qui voudrait parler, qui voudrait qu'on fasse un petit truc ensemble. Va nous faire une petite année au pays au Limoges des Périgord. Voilà, comme ça c'est fait. Celui dans son atelier aussi. Oui, c'est vrai qu'il y en a un dans son atelier qui écoute le podcast. Il y a une personne qui a écrit un livre aussi sur les triangles, je pense qu'un jour, il faudra vraiment qu'on contacte ces gens-là, qu'on fasse une petite émission avec aussi. Ça pourrait être sympa de savoir tous ces gens-là comment ils voient le truc et comment ils bossent dessus pour ceux qui y travaillent. Parce que aussi on a eu suite au hors-série qu'on a fait sur les vagues d'OVNI là de 54 et de 90, on a eu des gens qui nous ont écrit pour nous raconter leurs observations, l'observation de leurs parents qui leur racontaient tout ça. Et donc ça, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et donc on voulait leur faire un petit salut à tous ces gens-là, à tous les gens aussi qui nous laissent des 5 étoiles là sur les applications. Ça fait toujours plaisir. Voilà, parce que bon, ça nous prend du temps et on aime faire ça, mais bon, c'est bien quand on est un peu encouragé aussi. Hein, ça fait pas de mal. Bien sûr. Voilà, et écoutez, on va commencer à ranger tranquillement le matériel. On continue d'observer quand même ce qui se passe au cas où, parce que c'est toujours quand on plie. Hein, on te dit ça, tu sais, quand tu fais du son, quand tu fais de l'image, on te dit toujours, c'est quand tu arrêtes d'interviewer la personne, c'est où il te raconte les plus beaux trucs. Quand tu arrêtes de filmer, c'est où il se passe des choses. Et toujours quand tu plies les gaules, quand t'as un départ de touche à la canne à pêche. C'est ça, exactement. Donc on va laisser l'enregistreur sur la table jusqu'au dernier moment, hein, et quand on repartira à pied, on a 2 kilomètres là à faire à pied pour sortir du chemin. C'est bien sombre quand même. Ouais. Il fait bien sombre, donc ça se trouve on va avoir à défaut une chasse volante ou quelque chose comme ça. Il n'y a plus la lune, il n'y a plus rien. Voilà, donc on est dans le noir total. Eh ben écoutez, on vous souhaite en tout cas un bel été. Jeff, merci d'être venu nous voir. Merci à vous, merci à tous ceux qui écoutent. J'ai passé un bon moment et puis j'écouterai les prochains épisodes avec grand plaisir. Eh ben voilà, c'était un épisode un peu en roue libre, mais c'est ça, on aime bien faire ça de temps en temps. Chaque année on le fait. Ouais, à la fin de l'année. Les dernières c'était avec Jean-Michel Linfort que tu connais bien. Oui, bien sûr. Qui a écrit un livre sur les ovnis. La première fois c'était avec La Vache. On aime bien se faire un peu plaisir là l'été, c'est un peu en mode détente. Et voilà, comme ça nous permet de s'exprimer un peu librement sur les choses, et puis c'est bien sympa. Voilà, et écoutez, on plie, s'il se passe un truc, on se rappelle. Et si on se rappelle pas, on vous souhaite un bel été, et on vous dit à la rentrée, encore une fois on vous le rappelle, mois de septembre, là, je pense qu'on va avoir un épisode, là ça va parler sérieux là. Là autant on se quitte détendu, autant je pense qu'à la rentrée on va reprendre du sérieux assez rapidement. On y travaille. Voilà. Allez, bon été, à des chats. Allez, à la prochaine.